Bonjour à toute la communauté et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Je suis Mathieu de la chaîne Libre et Riche et aujourd'hui je suis accompagné de Nicolas Dufresne. Bonjour Nicolas. Bonjour Mathieu. Alors Nicolas, je vais vous laisser vous présenter. Vous avez écrit un livre, Une monnaie écologique, donc on va pouvoir en discuter. Vous êtes aussi directeur de l'Institut Rousseau. Et en tout cas, je vous remercie d'avoir accepté mon invitation parce que plusieurs personnes ont eu l'occasion d'intervenir sur la chaîne, dont notamment Olivier Delamarche, Marc Touati, Philippe Erlin, etc. Et euh, disons que ces personnes avaient toutes plus ou moins la même explication de l'inflation que l'on vit actuellement. L'inflation qui est en train de baisser, hein, les États-Unis ont publié le dernier chiffre là aujourd'hui. Et donc je trouvais intéressant de pouvoir connaître, vous, votre explication de l'inflation et de pouvoir rebondir sur votre livre qui est très intéressant et qui présente la théorie monétaire un petit peu d'une manière différente que celle qu'on peut lire traditionnellement dans les manuels d'économie. Et vous êtes aussi connu pour, en 2020, pour une note, alors c'est pas vraiment une note, c'est quand même un gros pavé qui, comment dire, poussé pour l'annulation de la dette détenue par la Banque Centrale Européenne. Et ensuite, un an après, récidive, mais cette fois-ci avec le Bitcoin, une note publiée dans le journal Le Monde, qui a fait grand bruit, notamment chez les Bitcoiners. Donc ça pourrait être Oui. l'occasion aussi d'en discuter. Alors est-ce que vous pouvez vous présenter, s'il vous plaît? Bien, merci Mathieu, merci pour l'invitation et donc ravi d'avoir la perspective de discuter aujourd'hui. Donc vous l'avez dit, je suis alors dans ma vie professionnelle, je suis haut fonctionnaire, je travaille à l'Assemblée nationale comme administrateur. J'ai passé une dizaine d'années à la commission des finances où je me suis intéressé notamment beaucoup aux questions de dette, de fiscalité, de monnaie, de finances. Et depuis 2 ans maintenant, je travaille à la commission du développement durable, donc qui est aussi un autre de mes centres d'intérêt majeurs, voilà. Et dans ma vie bénévole, j'ai envie de dire, je suis en effet le directeur de l'Institut Rousseau. Donc l'Institut Rousseau, qui est un laboratoire d'idées tourné vers la reconstruction écologique, sociale et démocratique de nos sociétés. Et donc pourquoi l'Institut Rousseau Parce qu'il y avait déjà un Institut Montaigne, voilà, et et c'était pour prendre un peu le contre-pied. Et donc la figure de Rousseau, pour ce que je viens de vous dire, est très intéressante parce que Rousseau s'est évidemment intéressé aux questions de nature. C'est très flagrant, notamment dans les rêveries du promeneur solitaire. Il s'est intéressé aux questions d'égalité sociale, hein, le fameux discours sur l'origine de l'inégalité parmi les hommes. Et puis, bien sûr, à travers le contrat social, il s'est intéressé aux questions démocratiques. Et donc, c'était ce triptyque écologie, sociale et démocratie. C'est vraiment, à mon sens, des questions tout à fait d'actualité dans lesquelles on souhaite porter en effet une parole et une pensée différente que la pensée mainstream, notamment sur les sujets économiques, mais pas que. Voilà, donc l'Institut Rousseau compte aujourd'hui pas loin de 2000 membres, des chercheurs, des hauts fonctionnaires, des cadres du privé, des personnes, des étudiants, divers personnes qui ont envie de s'engager. Et on a publié une centaine de travaux et je vous invite notamment à aller voir récemment le rapport 2% pour 2 degrés, où on a fait quelque chose d'assez inédit. On a chiffré l'ensemble des investissements publics et privés qui sont nécessaires pour atteindre la neutralité carbone de la France en 2050. Et maintenant, on va généraliser cette étude au niveau européen. D'accord. Voilà en quelques mots. Je Ouais. laisserai de toute manière le lien en description. Pareil pour le livre, puisqu'on va pouvoir rebondir. Alors, c'est un livre qui a été coécrit avec Alain Grandjean.
Absolument. Alors, en toute honnêteté, je ne sais pas quelle partie a été attribuée à qui, donc après vous pourrez peut-être On a fait les choses ensemble. Ok. Bon, alors c'est un mélange de deux auteurs. Tout Donc à ce que fait. On était très alignés sur ces questions. ça se voit de toute façon dans le livre, puisqu'il y a quand même une suite logique. Ce que je vous propose, pour les personnes qui regardent la vidéo et comprendre un petit peu le déroulé, on va articuler la vidéo en 4 parties. Première partie, on va parler de l'inflation, c'est le feu de l'actualité, hein, l'inflation et ses origines. Alors vous avez une explication qui diffère de l'explication, comme vous dites, mainstream, entre guillemets, et donc je trouvais ça intéressant de pouvoir en discuter et que vous puissiez apporter une explication différente pour que les personnes puissent peser le pour, le contre et se faire une idée personnelle. Première partie. Deuxième partie, ben, on réagira au livre. Moi, j'ai noté quelques citations que je trouve intéressantes, sur lesquelles je peux ou pas être d'accord, hein, comme ça on pourra en discuter. Et je vous poserai des questions, parce qu'il peut y avoir aussi une mauvaise interprétation de ma part, et pour que vous puissiez aussi expliquer quelques termes qui peuvent être, peut-être que j'ai mal compris, ou qui auraient besoin d'être expliqués. Ensuite, on parlera d'un sujet que vous adorez, je pense, c'est le Bitcoin et les crypto-monnaies. Est-ce Très que, bien. de manière Avec générale, plaisir. ça peut être une solution? Et enfin, on parlera, en plus, c'est encore de l'actualité, de l'euro numérique, puisque une note a été publiée à l'Institut Rousseau. Absolument. Parfait. Alors, parfait. Donc, dans un premier temps, est-ce que vous pouvez nous donner une explication de l'inflation et de son ou ses origines, si tant est qu'il y ait plusieurs origines? Oui, alors je pense que clairement il y a plusieurs origines, il y a plusieurs causes qui se conjuguent. Il y a bien sûr la plus évidente, la guerre en Ukraine, qui a pesé à la fois sur l'approvisionnement en matière de semi-conducteurs, de produits agricoles, hein, le blé notamment. Il y a la question de la pénurie de semi-conducteurs. Il y a la question du transport, hein, le transport par conteneur qui est devenu beaucoup plus cher. Hein, après une phase assez faste, le transport maritime connaît aujourd'hui quelques difficultés. Il y a eu des conséquences aussi, notamment sur les récoltes du changement climatique, hein, qu'on commence à observer à certains endroits. Et puis, bien sûr, l'augmentation assez forte des prix de l'énergie. Et tout ça a pu aussi être provoqué par le fait qu'après 2 ans d'arrêt et de mise, comment dire, au ralenti des chaînes de production, la reprise a été assez forte, la reprise économique, et donc c'est produit ce qu'on appelle des goulets d'étranglement sur différents secteurs de l'économie. Et donc c'est vraiment ça, à mon sens, c'est cette conjonction de facteurs qui trouvent leur origine dans la vie physique, hein, j'ai envie de dire dans la vie réelle, qui ont provoqué cette hausse temporaire de l'inflation, parce que vous savez, l'inflation, c'est un processus auto-entretenu. Mhm. C'est-à-dire qu'on parle d'inflation dès lors que les prix continuent d'augmenter sur une certaine période. Or là, ce qui va probablement se passer, on va voir, mais c'est qu'après une phase de hausse de prix, il va y avoir une stabilisation. Il va y avoir une stabilisation sur des prix plus élevés que ce qu'on a connu auparavant. C'est-à-dire que il ne va probablement pas y avoir de déflation, donc de baisse des prix. Par contre, il peut, c'est ce que en tout cas attendent aujourd'hui les banques centrales, les ministères des Finances et de l'Économie prévoient et disent que après cette phase de montée des prix, il devrait y avoir une stabilisation sur un niveau plus élevé qu'avant, mais que le processus auto-entretenu de hausse des prix devrait lui ne pas continuer. Alors
La question, je pense que vous allez me poser, c'est quelle est la part, bien sûr, des politiques monétaires dans cette envolée de l'inflation. Alors moi, je ferais déjà pour commencer une première remarque, c'est que depuis 2015, c'est-à-dire depuis le début des politiques monétaires non conventionnelles de la BCE en Europe et un peu avant aux États-Unis, eh bien, si vous prenez la masse monétaire dans l'Union européenne, elle a progressé de 7 000 milliards d'euros. Et dans le même temps, le PIB lui-même n'a progressé que de 2 000 milliards d'euros. Donc, ce qu'on voit déjà, c'est qu'il est certain que toute la création monétaire des banques centrales au cours des dernières années ne s'est pas retrouvée dans l'économie réelle. Sinon, on aurait eu une hausse beaucoup plus importante du PIB. Et par ailleurs, si vous regardez dans le détail, c'est-à-dire que si vous regardez l'évolution de la masse monétaire, ce qu'on appelle M3, je veux pas être trop technique, hein, je sais pas quel est le niveau de nos auditeurs, mais on a plusieurs niveaux de mesure de la masse monétaire. M0 étant ce qu'on appelle la monnaie centrale, c'est vraiment la monnaie créée par la banque centrale, les liquidités, les pièces et les billets. M1 avec les dépôts à vue, M2 avec encore plus d'instruments financiers, et M3 c'est un agrégat plus large qu'on utilise habituellement. Bon, eh bien ce qu'on remarque quand on regarde l'évolution de la masse monétaire et qu'on soustrait M3 et M0, c'est que M3 a pratiquement pas bougé. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que l'essentiel de la hausse de la masse monétaire, c'est la base monétaire, c'est M0. Et ça, c'est pas de la monnaie qui circule dans l'économie. Donc, on ne peut pas dire, si vous voulez, c'est une explication trop simple de dire les banques centrales ont créé énormément d'argent et aujourd'hui ça fait de l'inflation. C'est pas ce qu'on retrouve quand on analyse finement les statistiques monétaires et les statistiques du PIB comme je vous l'ai indiqué. Alors, je mets une petite nuance à ce que je viens de dire, qui est que les liquidités, c'est-à-dire la monnaie centrale mis massivement à disposition des agents financiers, en particulier des banques et des marchés financiers, peut quand même alimenter leur bilan et leur permettre de spéculer plus facilement. Et donc, je n'exclus pas, c'est certain, qu'il y ait une partie de ces liquidités qui ait alimenté des mécanismes de spéculation sur les matières premières. Et la spéculation sur les matières premières et sur les denrées agricoles, mais aussi sur le pétrole, le gaz, a pu jouer un rôle dans l'augmentation des prix de l'énergie, mais c'est plutôt un facteur complémentaire, hein, parce que il faut bien savoir qu'il y a des logiques propres au marché financier. Par exemple, une des logiques très bêtes des marchés financiers, c'est que à partir du moment où vous avez de l'inflation sur des matières premières, et ben quel est le meilleur moyen, si j'ose dire, de vous couvrir contre l'inflation? Et ben c'est de spéculer sur ces mêmes matières premières. Et donc c'est des phénomènes auto-entretenus. Mais voilà, c'est plutôt que les marchés financiers viennent amplifier le mouvement de la vie réelle, ils ne viennent pas déclencher la hausse de prix. Du coup, vous avez répondu indirectement à la fameuse phrase que je déteste tout autant, qui consiste à parler de planche à billets, hein, pour faire des raccourcis intellectuels, notamment des thèses monétaristes, qui me saoulent un petit peu parce que voilà, on a des œillets et on regarde pas, on n'essaye pas d'analyser de manière générale ce qui se passe. Et ça démontre à quel point les personnes méconnaissent le fonctionnement des réserves et du quantitative easing, qui est simplement un swap, hein, entre un actif vis-à-vis d'un autre. Et bon, moi ce que j'aime bien dire, c'est pareil, hein, il y a une partie de responsabilité des politiques accommodantes, notamment au travers de la baisse des taux, qui peut promouvoir le crédit, etc., etc. Toujours est-il que le Japon devrait être en situation d'hyperinflation, puisque depuis 2001, elle fait le quantitative easing. Donc je trouve que c'est très facile et c'est un raccourci qui est un petit peu trop facile à mes yeux de parler de planche à billets. Toujours est-il que on a quand même des désagréments par rapport à certaines explications ou autres.
je voudrais vous demander, parce que du coup, il y a beaucoup de personnes qui disent, OK, mais alors si c'est pas une question monétaire, dans ce cas-là, alors, je vous lis la phrase typique que j'ai pu lire sur les réseaux. Dans ce cas-là, si l'injection de monnaie de la part de la Banque centrale n'est pas responsable de l'inflation, pourquoi la Banque centrale remonte ses taux d'intérêt? Parce que, alors déjà, je suis ravi qu'on soit d'accord, hein, parce que je partage tout ce que vous avez dit, et j'ajouterais d'ailleurs un argument en ce sens, c'est que l'inflation touche aussi des pays qui n'ont pas fait de quantitative easing et qui n'ont pas fait de relance monétaire, et elle les touche parfois plus fortement que les pays qui en ont fait. Mais alors pourquoi les banques centrales remontent les taux? Eh bien écoutez, premièrement, moi je pense que c'est une erreur véritablement, j'ai envie de dire historique, hein, c'est-à-dire historique dans le sens où une nouvelle fois la Banque centrale agit au contraire des intérêts des pays membres de l'Union européenne. Je pense que c'est vraiment une bêtise parce que ça va casser la reprise, ça va casser, vous savez, dès qu'on remonte les taux, on casse toute une série de projets qui sont parmi les moins rentables et qui touchent, enfin, qui ont accès le moins facilement au crédit. Et parmi ces projets, vous trouvez quoi? Bah, toute une série de projets dans les énergies renouvelables qui, pour l'instant, sont encore un peu moins rentables, même si c'est en train de changer, que les énergies fossiles. Donc, en plus, la remontée des taux va pénaliser la transition écologique, alors même que la transition écologique, on y reviendra plus tard, et pour moi, et pas seulement pour moi d'ailleurs, une des façons de baisser l'inflation. Et regardez par exemple ce qu'ont fait les Américains récemment avec leur Inflation Reduction Act, le fameux IRA, à ne pas confondre avec l'Irlande, qui c'est totalement la logique qu'ils ont poursuivie. Ils ont dit, nous, pour baisser l'inflation, eh ben, on va investir massivement et on va investir massivement dans les énergies renouvelables, dans l'indépendance énergétique, dans des chaînes de production locales, à tel point que notre président Macron est allé leur faire la leçon en disant, écoutez, vous les Américains, vous nous avez appris à être libre-échangistes et ultra libéraux, et maintenant vous faites du protectionnisme et de la relance économique, donc ça va pas du tout. Il faut que vous reveniez, voilà. Bon, moi je suis plutôt du côté américain pour le coup, voilà. Mais oui, pardon, vous voulez intervenir? On pourrait en discuter, ça rallongerait la vidéo. Moi, à titre personnel, je pense que les États-Unis ont rarement été libre-échangistes, et le New Deal en est quand même un bel exemple. Euh, et très longtemps, les États-Unis ont plutôt été protectionnistes dans Oui, leur oui, histoire. vous avez raison. C'est-à-dire qu'ils sont beaucoup plus pragmatiques que nous. Ils défendent leurs intérêts, ils savent défendre leurs intérêts, quand nous, on est ouvert aux cas de vent et on ne sait pas vraiment défendre nos intérêts. On commence à peine voilà, à vouloir à discuter d'une taxe carbone aux frontières. Bon, voilà, mais ça nous éloigne un peu de notre sujet. Mais donc, pour revenir à votre question, rappelez-moi quelle était votre question, désolé. Pourquoi les banques centrales remontent les taux d'intérêt? C'est-à-dire qu'elles Oui, utilisent pourquoi, la voilà. politique monétaire Oui, si c'est pas une question monétaire. voilà, tout à fait. Alors pourquoi les banques centrales remontent les taux d'intérêt? Eh bien parce que je pense très sincèrement que les banques centrales y voient une opportunité de refermer la parenthèse dont un certain nombre de gens leur disent qu'elles n'auraient jamais dû l'ouvrir. Parce que qu'est-ce qui s'est passé? Ben, il s'est passé que pendant un moment, l'argent qu'on nous a dit, vous savez, il n'existe pas de monnaie magique, il n'y a pas d'argent magique. C'était la fameuse phrase d'Emmanuel Macron dans un hôpital de Rouen. On ouvre le livre d'ailleurs avec cette phrase en 2018 où il lui explique, ma bonne dame, vous savez, il n'y a pas d'argent magique, on peut rien faire. Voilà. Bon, vous savez que sur les 2 dernières années, la Banque centrale européenne a créé pas loin de 3000 milliards d'euros comme ça, ex nihilo. Alors, pour dire qu'il n'y a pas d'argent magique, dans le même temps, en moins de 2 ans, on est capable de créer 3000 milliards d'euros à partir de rien, c'est peut-être qu'on n'a pas la même définition de ce qu'est l'argent magique. Mais
Sauf que dans ma bouche à moi, c'est pas une critique. C'est-à-dire que ce pouvoir de création monétaire existe et il faudrait s'en servir pour le bien commun. On va y revenir après. C'est tout l'objet du livre. Mais ce point de vue-là n'est pas partagé. Vous savez qu'il y a une longue tradition économique du monétarisme, de Milton Friedman notamment, qui disait la création monétaire, eh ben c'est un peu comme une soirée alcoolisée. Au début, on fait la fête, tout va bien, c'est-à-dire on fait la planche à billets, comme l'expression que vous n'aimez pas, et vous avez raison. Voilà, donc on crée de la monnaie, tout le monde est content, voilà. Mais le lendemain, bah, on a la gueule de bois, et la gueule de bois, bah, c'est l'inflation. Voilà, donc ça, c'est Milton Friedman. Et en fait, cette théorie monétariste est au fondement non pas seulement, et là je vais lancer une petite pique pour vos auditeurs et notamment pour ceux qui aiment les cryptos, parce que moi ce que je constate, c'est que dans le discours d'un certain nombre de maximalistes Bitcoin, ou en tout cas de promoteurs des cryptos, eh bien il y a exactement cette même vision. Les banques centrales font n'importe quoi, et il faut pas qu'elles puissent avoir un pouvoir de création monétaire. Bah ça, c'est exactement la vision des institutions de l'Union européenne, si vous voulez. Eux aussi, ils pensent il faut bah, surtout pas que le pouvoir politique puisse toucher au pouvoir de création monétaire, parce que forcément, il va s'en servir à des fins démagogiques, et donc il va perturber les mécanismes de marché, et comme il va perturber les mécanismes de marché, tout ça va créer de l'inflation. Donc c'est la même pensée, voilà. Et donc en Europe, et en particulier en Allemagne, dès lors qu'il y a eu des politiques de quantitative easing, des politiques non conventionnelles de la part de la BCE, il y a eu des contestations très très importantes de la part même il y a même eu, enfin les politiques de la BCE ont été attaquées devant les cours suprêmes, devant la cour de Karlsruhe en Allemagne, et tous ces gens n'ont qu'une envie, c'est de refermer la parenthèse au plus vite, de dire attendez, il faut quand même pas qu'on habitue les États à pouvoir emprunter à taux zéro, que l'on habitue les citoyens à dire regardez, on peut subventionner des pertes, même quand il y a une période de crise sanitaire où toute l'économie est à l'arrêt, on peut quand même injecter de la monnaie, etc. Ça, c'est pas bon, parce que si on continue comme ça, eh ben les citoyens vont dire au bout d'un moment, ils vont lire monnaie écologique, et puis ils vont dire bah écoutez, si on peut créer de la monnaie aussi facilement, pourquoi on le fait pas pour le social, pour l'écologie, etc. Et moi je pense qu'ils auront raison, mais tous ces gens pensent qu'ils auront tort, et qu'il faut surtout pas qu'ils en arrivent à cette question-là. Donc comme la réponse, la seule réponse que connaissent les banques centrales au mécanisme d'inflation, c'est d'augmenter les taux, et que par ailleurs ça leur permet de réduire leur politique monétaire non conventionnelle qu'elles ont mis en place, en fait un peu à contre-cœur, si vous voulez. Elles l'ont fait parce qu'elles n'avaient pas le choix, parce qu'elles voyaient bien que sinon la zone euro allait exploser, et même les économies allaient exploser, mais elles l'ont quand même fait à contre-cœur. Donc là, maintenant qu'elles le peuvent, elles veulent refermer la parenthèse. Mais en faisant ça, elles vont casser la reprise. Alors c'est un sujet passionnant, on pourra en parler des heures. On va passer à la deuxième partie. Je veux juste compléter un petit peu ce que vous avez dit. Donc selon vous, en tout cas, la Banque centrale le ferait juste pour mettre un terme, fermer la parenthèse, hein, comme vous avez dit, aux différentes, comment dire, aux personnes qui s'opposeraient à ce type de politique, et vous y opposez parce que ça casserait la croissance. Alors après, vous allez me dire, on pourrait les modifier, etc. Bon, pour l'instant, dans les statuts, a priori, l'objectif de la Banque centrale, c'est pas de favoriser la croissance, c'est l'inflation qui soit en dessous mais proche de 2%. Alors après, c'est discutable, on est d'accord, on n'est pas d'accord, c'est un autre sujet. Moi, Excusez-moi, si vous m'autorisez juste un petit mot complémentaire par rapport à ça, très 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 rapidement, mais je vous invite à aller lire ce qu'a dit très récemment encore Isabelle Schnabel, qui est l'une des membres du directoire de la BCE. Elle a dit, écoutez, on remonte les taux, mais en fait, on sait très bien
que ça va pas arrêter l'inflation ou que ça va mal l'arrêter, parce qu'en fait, ce qui se passe, les mécanismes de l'inflation, c'est pas des mécanismes sur lesquels on peut agir à travers une hausse des taux. Si vous voulez, quand vous avez une inflation contrainte par des problèmes dans la vie réelle, vous ne pouvez pas agir par une hausse des taux. Voilà. Et donc ça, en fait, ils en sont très conscients au directoire. Mais ils sont obligés d'agir comme ça, parce que, voilà. Bon, je pourrais vous donner l'exemple en 1980 alors comment il s'appelait déjà, à la Fed, qui a remonté les taux jusqu'à 20%. Euh, Mince, j'ai plus oui, le... ça y est, j'ai oublié également, mais qui est connu pour avoir cassé toute la reprise américaine et avoir créé la dette des pays d'Amérique latine Totalement, également. qui a mis le Mexique aussi dans une Voilà. mouise pas possible. Je reconnais. Bon, pour autant, il a quand même réussi à casser l'inflation par l'intermédiaire d'une remontée des taux d'intérêt. Et par rapport à Emmanuel Macron, alors je suis pas là pour faire de la politique parce que ça m'intéresse pas. Je suis là, on parle uniquement de politique monétaire et pas de politique de manière Voilà. générale. Par rapport à la monnaie magique, bon, c'est vrai que comme vous l'avez dit, c'est une monnaie qui a été créée, ce sont des réserves qui n'ont pas circulé au travers de l'économie réelle, entre guillemets. Donc, malgré tout, il n'a pas non plus tort à 100% lorsqu'il dit que la monnaie magique n'existe pas dans la mesure où ces réserves n'ont pas circulé au sein de l'économie. Alors après, pour financer, pour atterrir, pour pouvoir acheter des obligations et autres sur les marchés, là, effectivement, elle peut exister au travers de la création des réserves, etc. Bon, c'est un sujet passionnant. On pourrait faire une prochaine intervention spécialement dédiée au QE, si vous voulez. Ce que je vous propose, c'est de passer à la partie du livre, puisque vous avez parlé d'une monnaie écologique pour sauver la planète. Euh, alors, je dois vous avouer que quand j'ai commencé à lire le livre, on a tous plus ou moins des a priori ou autres en fonction des idées des auteurs, quand on sait plus ou moins les idées des auteurs. Pour être tout à fait honnête, la compréhension des mécanismes monétaires, pour moi, je trouve que j'ai rien à redire. C'est-à-dire que vous le démontrez notamment à la page 61, quand vous critiquez le système des réserves fractionnaires, le monétarisme, etc. Moi, j'ai rien à redire parce que je m'y oppose. J'ai été pendant un moment, parce que par manque de connaissances, défenseur contre les réserves fractionnaires, en pensant que toute monnaie émise générait nécessairement de l'inflation, etc. Jusqu'à comprendre que pourquoi dans la monnaie les personnes ne se focalisent que sur l'offre et pas sur la demande. Et par contre, pour tout le reste des marchandises dans l'économie, on se focalise aussi sur la demande. Non mais il y a l'offre de monnaie, il y a la demande de monnaie, et c'est un petit peu plus complexe. C'est pas que de l'offre. Donc ça, pour ça, j'ai rien à dire. A priori, je trouvais que les explications étaient plutôt intéressantes et pertinentes. Par contre, j'ai été assez surpris sur certains termes, parce que vous parlez à plusieurs reprises de monnaie magique, de dispositifs radicalement innovants, d'émissions monétaires libres et ciblées démocratiquement, et même de dons de la société à elle-même. Est-ce que vous pouvez du coup nous expliquer c'est quoi une monnaie libre, et est-ce que la création de monnaie, on a l'impression que création de monnaie est synonyme de création de richesse? Alors, en effet, la monnaie libre, c'est la monnaie au sens libre de dette, hein. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est dans un système où depuis, en fait, depuis la Renaissance, vraiment, où on a commencé à développer les mécanismes de comptabilité en partie double, qui se sont progressivement adaptés à l'ensemble de l'activité économique et notamment à l'activité bancaire, progressivement, on a appris à créer de la monnaie en faisant en fait une avance, c'est-à-dire en inscrivant un actif et un passif à la fois. Et donc ça a eu une conséquence vraiment majeure sur la création monétaire. C'est donc qu'on n'a pas besoin de disposer préalablement des dépôts pour prêter de l'argent. Si bien que, contrairement à ce qu'on pourrait parfois penser, que le bon sens voudrait ce sont les dépôts qui permettent les crédits.
Eh bien, en fait, c'est exactement l'inverse, c'est-à-dire que ce sont les crédits qui font les dépôts dans une économie moderne, c'est-à-dire qu'on crée de la monnaie ex nihilo. Bon, et donc ça a une longue histoire depuis la Renaissance au moins, et ça a eu pour effet presque involontaire, presque inattendu, d'attacher forcément toute création monétaire à une dette. Mhm. On verra plus, pour l'instant, je le dis de manière simplifiée, il y a une exception, c'est quand la création monétaire se fait par les acteurs bancaires eux-mêmes lorsqu'ils achètent un actif, lorsqu'ils monétisent un actif, c'est-à-dire par exemple quand ils achètent une action ou un immeuble, quelque chose comme ça, lorsqu'ils monétisent un actif, ils peuvent avoir ce privilège de création monétaire pour eux-mêmes, mais qui n'est pas infini, hein, parce qu'ils doivent respecter des ratios, ils doivent respecter un approvisionnement en monnaie centrale, etc. Je referme la parenthèse. Donc, on a attaché la monnaie à la dette, si bien que si aujourd'hui vous remboursez toutes les dettes du monde, hein, on va dire, on va faire simple, eh bien, il n'y a plus de monnaie en circulation. Donc déjà, quand on parle de remboursement de dette, parce qu'en effet, le crédit crée la monnaie et le remboursement de ce crédit détruit la monnaie qui a été créée. Donc il y a toujours un jeu, il y a un flux, c'est ce qu'on explique dans le livre, il y a un flux de création monétaire et il y a un flux de destruction monétaire. Pour que la croissance soit alimentée, la croissance économique, il faut que le flux de création monétaire soit supérieur au flux de destruction monétaire. Ça veut dire qu'il faut que la masse monétaire augmente pour permettre plus d'activité économique, pour permettre de gérer plus de transactions, pour gérer plus d'échanges, etc., etc. En revanche, et c'est pour ça que les analystes économiques et financiers surveillent de très près l'évolution du crédit, c'est que dès lors que le flux de destruction monétaire, c'est-à-dire le flux de remboursement des crédits, devient beaucoup plus important que le flux de création monétaire, ben la masse monétaire se restreint. Et donc là, il y a moins de capacité d'échange, de capacité de production, d'avance monétaire pour la production, etc. Et donc les analystes savent qu'à ce moment-là, quand vous avez une masse monétaire qui se réduit, la crise économique est très proche et que ça va arriver instantanément. Ceci étant dit, est-ce que on pourrait se poser la question, et moi je pense qu'il faut se poser la question, est-ce que parce que l'histoire des systèmes monétaires a évolué comme ça et qu'on a aujourd'hui une création monétaire en contrepartie d'une dette, est-ce que c'est le seul système qu'on peut imaginer? Bah, moi j'en suis pas convaincu, c'est-à-dire que je pense que c'est un très bon système parce que ça, à la base, parce que ça permet ce qu'on appelle la monnaie endogène. Ça permet que vous parliez de demande de monnaie, et bien justement, ce système de création monétaire par la dette, ça permet que ça soit la demande de monnaie qui détermine l'évolution de la masse monétaire. Parce qu'une banque, bien sûr, elle peut créer de la monnaie, mais elle peut créer de la monnaie que si on lui demande d'en créer. C'est-à-dire que si on va la voir et qu'on lui demande de nous accorder un prêt ou d'acheter tel ou tel actif. Sinon, voilà. Et donc, on a une masse monétaire qui évolue en fonction de l'activité économique. Ce qui n'est pas le cas, je le dis au passage, ni pour l'or, ni pour l'argent, dont les quantités ne dépendent pas de l'activité économique, mais de ce qu'on est capable de trouver dans les sous-sols, ni du Bitcoin. Mais là, j'anticipe un peu sur la suite. Mais le Bitcoin n'est pas une monnaie endogène par nature. C'est-à-dire que l'offre de Bitcoin, elle est régie par un code, hein, les 21 millions d'unités qui vont se créer, qui vont être minées comme ça progressivement. Mais c'est pas du tout quelque chose qui est souple et qui réagit à l'offre et à la demande de monnaie. C'est quelque chose qui n'est pas souple du tout. Donc c'est déjà un premier problème. Mais ça, je le laisse de côté parce que c'était le On en même parlera après. problème. Voilà, c'était le même problème qu'il y avait jusqu'au 18e, 19e siècle avec les masses monétaires qui étaient basées sur l'or et l'argent. Et donc là, tant mieux,
ce système a permis de nous en émanciper. Mais il a remplacé ce problème-là par un autre problème. Maintenant, on a une masse monétaire qui s'adapte à l'activité économique et c'est tant mieux, mais on a la dette. On a le fardeau de la dette et ce fardeau de la dette, il est très important. Et quand les acteurs sont trop endettés, ils sont plus capables d'emprunter et donc il y a un problème. Et donc nous, ce qu'on dit, c'est qu'à un moment, pourquoi on n'autoriserait pas le corps social, parce que la monnaie c'est une question de confiance et de confiance du corps social, pourquoi on n'autoriserait pas le corps social à travers ses représentants de manière démocratique, à travers des mécanismes démocratiques, à dire à un moment, eh bien, on va s'autoriser à créer une partie de monnaie sans dette, pour pas que ça pèse sur l'avenir, que ça obère nos capacités à emprunter, à financer d'autres choses, etc. Et qu'on puisse financer des choses qui doivent l'être, mais qui ne le sont pas. Je pense par exemple à la transition écologique, mais on pourrait penser à d'autres choses. On pourrait penser, pourquoi pas, à certaines dépenses sociales, à certaines dépenses d'investissement, voilà. Euh, et voilà, on pourrait se dire à un moment, on s'autorise ça de manière démocratique, on se fait, comme vous avez dit et comme on l'a écrit dans le livre, un don à nous-mêmes parce qu'on le peut et que c'est un moyen de s'en sortir. Alors tout de suite, vous allez me poser la question, très bien, mais si on fait ça, quelle est la limite? Pourquoi on finance pas tout? Voilà, bon. Et là, je réponds très rapidement en disant, il faut que ça soit évidemment raisonné. Mhm. Il s'agit pas de créer d'un coup, de multiplier par 10 la masse monétaire d'un seul coup, parce que évidemment, au bout d'un moment, la production ne peut pas suivre. Et donc là, vous aurez de l'inflation, parce que si vous avez une demande qui est multipliée par 100 et une production qui ne bouge que de 2, 3, 4, vous voyez que le déséquilibre. Donc il faut le faire intelligemment. Clairement, il faut le faire intelligemment, mais il faut pas se l'interdire. Et quand on regarde dans l'histoire, et même dans l'histoire contemporaine, par exemple, bon, je vais citer la Chine, mais c'est pas les seuls. Le Japon, Justement, euh, on va y ouais. revenir. Ouais. Juste, D'accord, voilà. Donc je m'arrête là, mais je pense qu'on pourrait s'autoriser à le faire, en effet. ouais, j'ai les citations et je comptais de toute façon rebondir. Alors, je dois vous avouer que, étant donné qu'on est limité par le temps et je veux pas faire une vidéo de trop longue, de Trop 3 heures ou long. quoi, bien que, à titre personnel, ça me plairait beaucoup. Ça me plairait beaucoup et même, Ça plairait j'espère qu'on peut-être aura à vos l'occasion. auditeurs aussi. Ça plairait peut-être. Alors, Non, si on non, fait 3 heures, on soyons fera 3 heures. raisonnables. Très bien. Euh, mais j'espère bien qu'on pourra un jour se rencontrer pour discuter de ces sujets-là parce que moi, en tout cas, je trouve ça super intéressant. Pour rebondir par Avec rapport plaisir. un plaisir partagé. Euh, Par rapport à effectivement là. Alors, moi j'ai beaucoup de mal avec. C'est vrai qu'il peut y avoir quelques similitudes entre l'or et le Bitcoin, bien que je suis pas tout à fait d'accord. Je suis pas tout à fait d'accord parce que alors on en reparlera. Hein. D'ailleurs, j'ai lu la semaine dernière le livre de Pascal Au-delà de Bitcoin. Alors le nom de l'auteur. Jean-Paul Delahaye, Jean-Paul Delahaye, effectivement, pas Pascal, je sais pas pourquoi Pascal. Jean-Paul Delahaye. Très intéressant d'ailleurs. qui est un grand ami et que je recommande tout à fait. Voilà, Oui. ben, j'ai été agréablement surpris. Le livre est vraiment super intéressant. Donc, pareil, je le recommande. Euh, et donc, pareil, il partage aussi ce point de vue-là de dire que, je, pareil, le Bitcoin n'est pas nécessairement la réplique de l'or. On nous parle de l'or numérique. Je suis pas tout à fait d'accord. Pourquoi? Parce que quand le prix de l'or monte dans un système d'étalons or, ça pousse à ce qu'il y ait une production d'or pour stabiliser le prix. Donc ça accroît la masse monétaire d'or, entre guillemets. Alors qu'avec le Bitcoin, on n'accroît pas la masse, on accroît la difficulté de minage, mais la masse reste stable à la hausse, disons, pour se stabiliser à un certain niveau. Et en cela, le Bitcoin, c'est pas du tout comme l'or. C'est-à-dire qu'on peut pas augmenter la masse monétaire de Bitcoin, ce qui fait que c'est hyper rigide et je peux pas adapter à la demande et la monnaie se veut être stable dans le temps. Ça, Alors, c'est...
Juste là-dessus, une toute petite remarque, parce que comme vous citez Jean-Paul Delahaye, justement, c'est lui qui a attiré mon attention sur ce fait-là, en me disant ce que vous dites là est juste pour l'instant, mais en fait, les mineurs de Bitcoin, les pools de mineurs, bien qu'ils s'en défendent et qu'ils disent que c'est pas dans leur intention, eh bien Jean-Paul Delahaye explique très bien dans son ouvrage qu'en fait, s'il le décidait un jour, il pourrait faire sauter le Totalement. système du halving et il pourrait continuer à faire de la création monétaire du Bitcoin et donc dépasser la limite théorique des 21 millions. Et donc moi j'ai trouvé cet argument extrêmement intéressant. Il le développe de manière technique très précisément, mais voilà, donc ça nuance un peu quand même voilà. Ouais, effectivement, je suis totalement d'accord et c'est vrai. Là, je parle en l'état actuel des choses parce que généralement, les maximalistes Bitcoin défendent le fait que la masse soit rigide, on va dire, et figée à 21 millions d'unités. Et c'est en C'est ce ça. sens que je dis qu'on peut pas avoir d'adaptation à la demande. Après, effectivement, on peut faire sauter les limites. Encore faut-il qu'il y ait un consensus. Bon, on rentrera pas dans les détails. Pour continuer par rapport au livre, alors là, j'ai une grosse citation que j'ai retranscrit sur le téléphone. Alors, à la page 24, j'ai veillé à bien noter les pages, comme ça, si les personnes veulent s'y référer et savoir de quoi je parle, ben, ça sera plus facile. À la page 24, vous dites, je cite, la monnaie est donc aussi une créature de la loi, avec une note, c'est la note numéro 6 qui est à la fin du livre, et bon, ça vous avez totalement raison, certes, dans les périodes de troubles monétaires massifs, la seule puissance de l'État ne peut garantir la monnaie, comme le montrent de nombreux exemples, des assignats révolutionnaires à la faillite monétaire du Zimbabwe, mais cela ne signifie pas que le rôle de l'État dans l'établissement de la confiance ne soit pas essentiel. Et ensuite, dans le même temps, la page 194, vous dites l'histoire monétaire nous apprend ainsi que si une communauté perd confiance dans sa monnaie, alors même le cours forcé de celle-ci ne peut rien y changer. Puis, à la page 218, et après je vous pose ma question, le seul acteur capable de disposer d'un pouvoir de création monétaire et sans limite est la Banque centrale. Peu importe pour elle si son bilan s'accroît ou décroît, si elle perd ou gagne de l'argent, ou encore si ses actifs ont perdu de la valeur, dans tous les cas, son pouvoir de créer de la liquidité ne sera pas entamé car il repose sur une fiction magique, celle de la liquidité absolue qui s'identifie à elle de manière indissociable puisqu'elle en est la source. Du coup, ma question, c'est s'il venait à y avoir une perte de confiance généralisée dans une monnaie libre, celle qui est présentée, dont vous avez donné la définition, est-ce que cela ne remettrait pas en question la capacité à financer la transition énergétique? Alors, merci déjà pour ces citations qui en effet sont des citations importantes dans le livre, qui renvoient à des idées importantes dans le livre. Alors juste une petite précision, la monnaie libre qu'on envisage, en fait, c'est plutôt une technique. Il ne s'agit pas d'avoir une monnaie différente de la monnaie officielle telle qu'elle existe. C'est simplement comment dire, injecter une partie de monnaie officielle selon la technique de la monnaie libre, c'est-à-dire sans dette associée. Et ça, en effet, il n'y a qu'un seul acteur qui peut le faire. Qui est la Banque centrale, et je rajouterais même que la Banque centrale est le seul acteur qui peut le faire techniquement, mais en revanche, la Banque centrale n'en a pas la légitimité politique. Donc c'est pour ça que on parle de création monétaire libre d'une part et ciblée d'autre part, parce qu'il faudrait déterminer les cibles de cette création monétaire, c'est-à-dire les usages, à quoi elle Mhm. va servir, et pour déterminer les usages de cette création monétaire, seule une décision démocratique, bien évidemment, peut en venir, et c'est pour ça que on considère généralement à l'Institut Rousseau, c'est quelque chose que je partage avec Alain Grandjean, avec Gaël Giraud, avec beaucoup d'économistes. On pense que la monnaie est un bien commun
et Ok. que ce bien commun doit être, comme tous les biens communs, géré selon des règles définies par la collectivité qui en fait usage, c'est-à-dire l'État, bien sûr, mais pas seulement l'État. Moi, dans l'idéal, vous savez, en 1944, dans le programme du Conseil national de la résistance, nos ancêtres avaient dit la monnaie est quelque chose de très important. Ils n'avaient pas dit c'est un bien commun, le terme n'existait pas encore vraiment, mais ils ont dit la monnaie est quelque chose de très important, donc il faudrait qu'il y ait un parlement du crédit et de la monnaie. Et moi, je suis tout à fait d'accord avec ça. Je pense qu'il faut un parlement du crédit et de la monnaie et qu'on aurait dû écouter nos ancêtres du CNR. D'ailleurs, au tout début, on les a écoutés. Ça a existé pendant 2 ans. Et puis hop, la Banque de France a mis la main dessus et ça a été terminé. Bon. Et Il y a une donc, partie dans le livre, pour en revenir à... il y a une Oui, partie dans on le en livre où parle vous dans le parlez livre. justement. Ah, absolument, on parle de ça parce qu'en fait, dans l'histoire monétaire est incroyablement riche d'expériences, d'idées, de solutions. On en évoque quelques-unes dans le livre qu'on ferait bien de ne pas oublier. Et vous savez, parfois pour avancer, il faut regarder dans le rétroviseur. Et là, on aurait intérêt à regarder un petit peu dans le rétroviseur et on aurait aussi intérêt à regarder un peu dans le monde ce qui se fait, notamment dans des régimes qu'on n'aime pas trop en Chine, par exemple, parce que ils ont des choses très très intéressantes sur les politiques monétaires, même si on n'aime On va en pas du parler. tout ce qu'ils font côté des droits de l'homme. Voilà. Pour en revenir à votre question, bien évidemment, l'État joue un rôle très important pour garantir la confiance dans la monnaie, parce qu'une monnaie a toujours une dimension souveraine, c'est-à-dire qu'elle s'applique à une collectivité dans laquelle un pouvoir est défini et dans laquelle on peut justement mener une politique monétaire. C'est un autre des reproches, mais on y reviendra plus tard, que je fais au Bitcoin, c'est qu'il ne peut pas y avoir de politique monétaire sur le Bitcoin, non seulement parce que le Bitcoin est complètement transnational, mais ensuite parce qu'il n'est pas pilotable. Il n'est absolument pas pilotable. Donc du coup, c'est pour moi un inconvénient majeur. Euh, si un État ou une communauté démocratique qui utilisait ce pouvoir de la création monétaire libre venait à en faire un usage vraiment extrêmement abusif, c'est-à-dire venait à financer tout et n'importe quoi sans aucune limite, ce que je ne crois pas, parce que généralement quand on fait confiance aux communautés de citoyens, ils savent se montrer quand même raisonnables. Je ne tiens pas en suspicion toujours la population, le peuple. Moi, j'ai plutôt tendance à faire confiance au peuple pour savoir être raisonnable. Et donc, je ne crois pas dans l'idée qui est à la base du monétarisme, que au fond la démocratie, il faut surtout pas que les mécanismes monétaires soient des mécanismes démocratiques. Il faut laisser ça dans la main des experts de la BCE, des experts techniques, voilà, parce que le peuple va faire n'importe quoi. Moi, je partage pas cette idée-là. Je pense que les gens sont intelligents et que quand on leur donne un pouvoir, eh bien, ils savent s'en servir intelligemment. Et donc ça, je crois qu'on pourrait leur redonner ce pouvoir monétaire et qu'ils sauraient s'en servir plus qu'aujourd'hui, bien sûr, mais de manière raisonnable. Et si jamais c'était un peu trop, eh ben il suffirait d'arrêter. Il suffirait de dire, bah écoutez, c'est ça qui est très simple avec la création monétaire. Si jamais à un moment vous avez l'impression que vous avez injecté un peu trop de monnaie dans l'économie et que la production ne suit pas, bah vous levez le pied. Vous levez le pied, mais c'est quand même beaucoup plus simple à faire de lever le pied plutôt que de passer des décennies à, excusez-moi, mais à crever parce qu'on ne fait rien, ni pour l'écologie, ni pour le social, ni même pour l'innovation et le développement économique au sens large. Voilà. Du Donc coup, on peut qui lève toujours le pied? arrêter. Hein.
Ben justement, qui lève le pied, c'est une décision collective. Et là encore, je crois qu'on peut se rendre compte que si à un moment, ben vraiment, on établit, ce qui n'est pas du tout le cas aujourd'hui, que l'inflation générée résulte vraiment directement de la politique monétaire, eh bien, on peut lever le pied. On peut dire, ben, cette année, on va utiliser, voilà, moins de ce pouvoir de créer de la monnaie. Et encore une fois, dans le livre, on pense que le temps que ce mécanisme-là se mette en place, soit approprié par les gens, pour l'instant, il ne faut financer que des dépenses d'investissement par ce biais-là. Parce que les investissements, quand ce sont des bons investissements, bien sûr, ont cette particularité qu'ils créent par eux-mêmes la capacité de créer une nouvelle richesse. Donc ça répond à votre question de tout à l'heure. Est-ce que la création monétaire a vocation à créer de la richesse? Ben moi je pense que oui. C'est pour ça que je suis pas favorable dans un premier temps à ce que ce type de création monétaire là finance des dépenses sociales et autres. Je pense qu'il y a d'autres moyens de financer ces dépenses sociales. On a des systèmes de protection sociale, de sécurité sociale. En revanche, je trouve que vraiment, il n'y a aucune raison que des dépenses d'investissement qui sont positives pour l'avenir, qui sont positives pour l'emploi, pour l'économie, pour notre compétitivité, si on veut, pour vraiment avancer dans la transition écologique et autres, ces dépenses-là, je ne vois pas du tout pourquoi on se priverait de faire usage de notre pouvoir de création monétaire et pour en faire un usage raisonné et tourné vers ces objets-là. Voilà, alors, après, encore faut-il pouvoir déterminer qu'est-ce qu'une dépense d'investissement, parce que on pourrait considérer, comme Keynes le fait dans la théorie générale, alors le livre il est par là en haut, et d'ailleurs vous le mentionnez à un moment dans le livre, on pourrait investir Plusieurs fois dans même. le fait de creuser des trous, d'y mettre des billets, de les enfouir dans un trou, de refermer, et de payer des personnes pour aller creuser et chercher les billets. Je suis pas sûr que ça crée de la richesse. Ça, alors vous avez totalement raison. Ça, c'est une critique Alors, Keynes dit deux choses. Hein, attention, il a cette critique en Vaut mieux ça effet. que rien. Voilà, il a cette critique du PIB hein, qui est bien connue. En effet, si on paye quelqu'un pour creuser un trou et le reboucher, ça fait du PIB. Si vous payez quelqu'un pour casser une vitre et réparer la vitre et tout ça, c'est pareil, ça fait du PIB. Donc on peut faire du PIB avec n'importe quoi. Et donc de la croissance avec n'importe quoi, voilà. Et vous connaissez peut-être ou peut-être pas la fameuse expression de Robert Kennedy, hein, le frère du président assassiné, qui avait dit le PIB mesure tout, sauf ce qui fait que la vie vaut la peine d'être vécue. Donc je trouve que cette formule est assez juste, c'est-à-dire qu'en fait la croissance en soi, le PIB en soi ne dit rien de notre bonheur, de ce qu'on veut faire avec voilà. D'où l'intérêt de faire confiance à une collectivité démocratique. Et je ne crois pas quand même que si on a un comité comme ce fameux Parlement du crédit et de la monnaie avec des associations, des citoyens, des représentants de l'État, des entreprises, etc., qui se mettent autour d'une table pour discuter de comment utiliser ce pouvoir de création monétaire, j'ai du mal à imaginer qu'ils en viendraient à la conclusion qu'il faut financer des choses aussi inutiles que ça. Je pense quand même qu'il y aurait des garde-fous. Mais alors vous citez Keynes, et Keynes dit quelque chose aussi de très très intéressant et qui préfigure déjà un peu ce qu'on propose et qui est quand même assez innovant de faire de la monnaie libre. Mais lui, il avait une phrase. Il n'est pas allé comme nous jusqu'à recommander de faire de la monnaie libre, mais il avait une phrase qui ressemblait un peu. Il dit à un moment dans la théorie générale, en fin de compte, si on ne sait plus comment faire pour relancer la machine économique, pour relancer la croissance, ben on pourrait faire quelque chose de très simple. La Banque centrale pourrait imprimer des billets, on pourrait les mettre dans des bouteilles en verre,
on pourrait les enfouir sous le sable dans la plage, et puis quelques années après, on ferait semblant de les redécouvrir et de les utiliser après comme ça, comme un cadeau venu du ciel pour développer la croissance. Et il dit ça finalement, ça serait peut-être pas plus bête que le reste de faire quelque chose comme ça. Alors voilà, donc on peut en discuter. Alors évidemment, les monétaristes sont contre cette idée-là parce qu'ils partent du principe. Mais moi, si vous voulez, le point de vue monétariste, je considère que c'est pas tant la création monétaire qui leur pose problème que plutôt le fait que ça soit l'État qui puisse investir. Parce que je pense que la pensée monétariste est une pensée fondamentalement anti-État. Et d'ailleurs, Milton Friedman l'explique très bien. Hein. Il pense qu'il faut détruire les moyens d'intervention et que couper les États du pouvoir de création monétaire, comme le fait l'Union européenne, c'est un des meilleurs moyens pour que les États deviennent inutiles aux yeux des citoyens. Hein. Vous savez, hein, c'est la technique classique quand on veut détruire un service public. D'abord, on commence à couper les financements, donc le service public marche très mal, ça va plus du tout, donc les gens sont pas contents, ils se disent regardez, qu'est-ce que c'est que ce service public-là qui marche pas avec l'argent de nos impôts, et ensuite on privatise le tout et voilà, et donc on réduit le périmètre de l'État. Je pense que c'est un peu la même logique avec le pouvoir de création monétaire. Les monétaristes ne veulent pas que les États puissent compter sur ce pouvoir de création monétaire. Ils pensent qu'ils l'utiliseront à des fins démagogiques nécessairement. Donc c'est une pensée qui ne fait pas confiance à l'État et donc à la démocratie et donc au peuple. Et moi, je rejette ça. Je suis au contraire pour que la démocratie, les communautés politiques, le peuple puissent avoir leur mot à dire dans les politiques monétaires. J'ai Voilà. envie de rebondir sur tout, c'est très frustrant. Mais comme j'ai envie de pouvoir aussi discuter sur d'autres citations, il faut vraiment qu'on organise un événement sur un sujet spécifique pour pouvoir rebondir parce que c'est très très difficile. Juste, je voudrais rebondir sur ce point. Alors, c'est mon opinion. À titre personnel, je suis pas si sûr que les banques centrales soient si indépendantes que ça quand on sait que par exemple Christine Lagarde est élue par le Conseil européen. Conseil européen qui est constitué des 27 chefs d'État et aujourd'hui malgré tout on nous dit qu'on met le quantitative tightening, donc l'inverse du quantitative easing, mais malgré tout on réinvestit les coupons chez les États qui se trouvent un petit peu en difficulté entre guillemets, et quand les bénéfices sont reversés malgré tout au trésor, tant au niveau de la zone euro, hein, à proprement parler, que au niveau des États-Unis avec la Fed vis-à-vis du trésor américain. Alors, si vous voulez rebondir en 30 secondes, comme ça on passe à la suite. Très bien. Alors juste en 30 secondes, bon, vous avez raison, c'est une indépendance relative, mais néanmoins quand même assez réelle au sens où vraiment j'invite nos auditeurs à aller consulter les articles 119 à 130 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. J'avais écrit une note à ce sujet et vous verrez que vraiment interdiction de financer les États, interdiction pour les États de se prêter entre eux, interdiction pour la Banque centrale de prendre des consignes des gouvernements et même de recevoir des instructions de la part des gouvernements. Alors c'est une nomination, hein, c'est pas une élection de la part des 27 chefs d'État, hein, c'est une nomination quasiment par consensus, avec une seule audition devant le Parlement européen pour une validation, mais moi je préférais qu'il y ait vraiment une élection devant le Parlement européen, à minima, hein, voilà. Mais bon, Parlement européen qui est élu par les citoyens, et chefs d'État qui sont élus a priori de manière démocratique par les Oui, citoyens. bien sûr, mais vous savez, c'est toujours le problème quand après un chef d'État a un pouvoir, c'est bien normal qu'un chef d'État ait un pouvoir de nomination, mais sur des tâches quand même aussi importantes
intéressante. Je crois que et si vous voulez, le problème, c'est que quand même la Banque centrale est devenue indépendante des pouvoirs politiques, même si cette indépendance peut connaître des limites, comme vous le mentionnez. Par contre, elle est devenue très dépendante des marchés financiers. Et moi, ça me pose un gros problème parce qu'aujourd'hui, on a l'impression quand même que les politiques des banques centrales sont quand même davantage tournées vers la prospérité et la stabilité des marchés financiers que vers la prospérité des États. Voilà. Moi, je considère, si vous voulez, que l'indépendance des banques centrales, c'est une forme d'impuissance Mhm. parce que ça ne permet pas aux banques centrales de faire des choix qui relèvent du politique et qui sont donc des choix qui ont besoin d'une légitimité politique. Et je pense par exemple à monnaie libre, par exemple, ou même le financement de la transition écologique avec cette fameuse idée de la neutralité monétaire, à savoir que une banque centrale doit respecter ce principe de neutralité monétaire et donc ne peut pas discriminer entre des actifs polluants et des actifs non polluants lors du refinancement. Et ben tout ça, c'est des problèmes qui sont liés à l'indépendance parce que elle doit s'en tenir au traité même quand les conditions changent. Or, il faudrait qu'elle puisse s'adapter, qu'elle puisse pouvoir prendre des décisions, voilà. Et en fait, c'est pas à elle de les prendre, c'est au pouvoir politique. Mais comme le pouvoir politique ne peut pas lui donner d'instructions, et ben on se retrouve dans un schéma un peu mal foutu, si vous me permettez l'expression, ou quand vous faites une remarque à la Banque centrale, elle vous dit, ben oui, mais moi je suis indépendante, je dois m'en tenir au traité et je peux pas faire ça. Et quand vous demandez aux États pourquoi on n'en fait pas davantage pour la transition, ils vous disent, ben oui, mais je peux pas donner d'instructions à la Banque centrale. Donc tout ça est quand même, démocratiquement, c'est pas satisfaisant. Voilà. Que ce soit une indépendance partielle, bon, après, on est d'accord, il y a quand même des liens. Alors, évidemment, ils sont pas directs, c'est pas une dépendance. Je suis pas en train de dire que c'est une dépendance parfaite. Pour autant, mais on pourra en discuter des heures, c'est quand même une indépendance qui est partielle. Pareil, on pourrait en parler des heures et j'aimerais beaucoup pouvoir en discuter avec vous parce que je trouve que c'est des discussions super intéressantes. Je vais quand même passer à une autre citation. On passe 80-81. Donc on a parlé de perte de confiance dans la monnaie. S'il y a une émission de monnaie libre trop abondante, ça pourrait générer de l'inflation, une perte de confiance dans la monnaie. Et que, comme vous disiez, au bout d'un moment, l'État ne peut plus rien y faire. S'il y a une perte de confiance, ça peut être dangereux. Et j'ai l'impression, comme pour rebondir, si vous voulez, en page 80-81, vous dites, je vous cite, l'inflation peut non seulement être contrôlée, alors qu'on disait que l'État n'y peut rien après s'il y a une trop grosse perte de confiance, mais également si elle est cantonnée, avoir des vertus. Et un petit peu plus loin, l'inflation peut faire des miracles économiques. Oui. Alors, mon appréciation, et je pense que je vais vous laisser vous expliquer pour qu'on puisse comprendre, notamment avec le phénomène des dettes, remboursement, etc. Je trouve que il faut quand même se focaliser sur le patrimoine des individus, tant en ce qui concerne en termes de stock, hein, donc actifs-passifs, notamment dette et investissement, qu'en termes de flux, revenus, charges. Or, j'avais fait une vidéo d'ailleurs sur ce sujet, et quand on analyse les données de l'INSEE, qui peuvent être critiquables, chacun a ses critiques à faire et autres, on se rend compte que malgré tout, les personnes les plus endettées aujourd'hui, ce sont les personnes les plus riches. C'est les personnes généralement qui font effet de levier, donc c'est les personnes les plus riches. Et les personnes qui ont la capacité à faire évoluer leurs revenus, alors salaire ou non, hein, si elles ne sont pas salariées, ce sont également les personnes les plus aisées, on va dire. Alors que les personnes qui se trouvent dans une situation précaire, entre guillemets, sont les personnes qui ont une capacité à faire évoluer leurs revenus qui est quand même relativement faible, et qui sont en règle générale peu endettées en termes absolus. Alors en termes relatifs, elles seront peut-être surendettées, entre guillemets. En termes absolus, ça reste quand même un endettement qui est minime par rapport à une personne qui est endettée à hauteur de plusieurs millions, dizaines de millions ou centaines de millions d'euros, qui elle en profite
de l'inflation. Donc voilà. C'est quoi ce miracle économique et est-ce que vous pouvez expliquer plus en détail? Alors, tout ça, c'est des questions très 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 compliquées en effet, et il faut les traiter en effet avec un peu de prudence et regarder bien dans le détail. Alors je ne dis évidemment pas que l'inflation est toujours positive. Hein, attention, il y a une inflation, notamment si les revenus ne bougent pas, qui peut être désastreuse et qui doit être contrôlée. Alors, elle est plus facilement contrôlable quand elle est liée à un excès de revenus et de création monétaire que quand elle est liée à des problèmes d'approvisionnement sur les matières premières, sur les semi-conducteurs ou sur des choses comme ça, parce qu'à ce moment-là, vous ne pouvez rien y faire. Là, c'est une question de rareté et donc c'est pas des mécanismes qui dépendent en premier lieu de la politique monétaire. Bon, maintenant, prenons l'exemple de l'hyperinflation allemande de 1923, ce qui est quelque chose que tout le monde connaît, les fameuses brouettes de J'en billets parlais dans où le il livre fallait aussi. voilà, pour aller acheter sa baguette de pain, il fallait une brouette de billets. Pour l'anecdote, dans les restaurants, on vous faisait payer au début. Parce que entre le début du repas et la fin du repas, les prix changeaient, donc les clients insistaient pour payer au début, non pas à la fin, ce qui est un peu le monde à l'envers par rapport à ce qu'on connaît aujourd'hui. Bon, voilà. Euh, mais en même temps, si les revenus doivent quand même toujours s'adapter un peu à l'inflation. C'est toute la question aujourd'hui, c'est-à-dire est-ce que les revenus s'adaptent assez au niveau de l'inflation. Et je dirais qu'aujourd'hui, c'est pas pour faire de la polémique politique, mais évidemment c'est pas le cas vu qu'on n'a pas peu augmenté le SMIC et que grosso modo on a une inflation de 6 à 7% avec une augmentation des revenus de 3 à 4% en moyenne, hein, c'est des moyennes. Donc là, pour l'instant, les gens y perdent. Bon, mais c'est pas forcé. En Belgique, par exemple, ils ont des systèmes d'indexation des revenus sur l'inflation, et c'était le cas aussi en France jusqu'aux années 80, jusqu'au milieu des années 80. Et donc ça peut être extrêmement positif parce que si vous avez des revenus qui progressent en même temps que l'inflation, donc votre pouvoir d'achat ne change pas. En revanche, les dettes que vous possédez, elles sont toujours exprimées en nominal. Hein, si votre dette est de 100, eh ben, elle bouge pas, elle est toujours de 100. Par contre, si votre revenu passe de 50 à 60, eh ben, vous voyez bien que par rapport à votre dette, elle est moins importante par rapport à votre nouveau revenu. Totalement. Et elle n'a pas changé. Donc en fait, l'inflation, quand elle s'accompagne, c'est comme ça qu'il faut le dire, quand elle s'accompagne d'une augmentation similaire des revenus, est très positif pour toutes les personnes endettées. Vous avez dit que c'est en valeur absolue, c'est évidemment les plus riches qui sont les plus endettés parce qu'ils ont le plus de capacité d'emprunt. Par contre, en valeur relative, aujourd'hui, il y a énormément de gens qui sont surendettés, et d'ailleurs les chiffres de la Banque de France montrent que le surendettement est en train de progresser parce qu'il y a un nombre de dossiers déposés de gens qui s'en sortent plus, qui est très important. Pourquoi ? Parce que les revenus pour l'instant ne suivent pas l'inflation, et donc les gens, et notamment les gens pauvres, comment ils compensent ? Ben ils s'endettent parce que ils n'ont pas le choix et ils doivent assurer leurs dépenses, leurs dépenses pour leur famille, donc ils ont tendance à s'endetter. Alors que les plus riches, quand ils s'endettent, c'est généralement pour investir ou pour acquérir quelque chose et Totalement. ils en ont pas besoin pour survivre. Donc moi je pense que sous ces réserves-là, sous la réserve que l'on se batte, donc moi j'ai envie de dire, battons-nous pas contre l'inflation prioritairement, mais battons-nous avant tout pour que les revenus suivent le niveau de l'inflation. C'est ça qu'il faut faire. Et
quand je parlais et quand on parle dans le livre de miracle économique, eh ben on fait encore référence à l'Allemagne de 1923, parce que vous savez que tous les grands groupes industriels allemands dans la chimie, dans l'automobile, dans l'industrie, se sont développés pendant les années 20. Et pourquoi? Parce que justement, ils empruntaient de l'argent énormément pour financer leurs investissements, et pendant qu'il y avait l'inflation qui était très forte, ils remboursaient ensuite en monnaie de singe. Et donc, quelque part, qu'est-ce qui se passait? Eh ben, c'était des investissements quasiment gratuits. Parce que ce qu'ils avaient emprunté pour financer, donc pour les grands groupes industriels, ça a été extrêmement positif, ça leur a permis de s'endetter pour rien. C'est presque de la création monétaire libre, comme on le disait tout à l'heure. Voilà. Donc, Et du coup, l'inflation, ouais, est-ce que ça rentre pas en contradiction? Parce que même dans le livre, d'ailleurs, alors je sais plus c'est quel chapitre, effectivement, vous parlez de la période d'hyperinflation en Allemagne, donc 1923, et vous dites effectivement, ça a stimulé l'économie au travers des grands groupes qui ont pu rembourser avec une monnaie qui s'est dévaluée. La contrepartie, ça a été que les consommateurs ont été ruinés. ça a Euh, été terrible pour la population. voilà. Voilà. Et les grands groupes, finalement, est-ce que en règle, alors, je généralise pas, hein, en règle générale, les grands groupes en France, LVMH, euh, je pense pas que c'est les plus pauvres qui le détiennent. Alors peut-être il y aura des actionnaires. J'ai des actions de LVMH par exemple. Et ce que je veux dire, c'est que par exemple la famille Arnault se verrait doublement bénéficier du coup de cette politique de stimulation de l'activité économique des grands groupes et de remboursement des dettes de ces mêmes personnes d'un niveau de vie plutôt aisé, qui rembourseraient avec une monnaie qui se déprécie dans le temps, quoi. Oui, non, mais attendez, moi je suis pas du tout pour que on ait une politique pro-inflation, hein. C'est vraiment Non, je euh, rebondis par rapport aux citations. voilà. Non, non, je dis simplement que quand on a une période d'inflation, si vous voulez, qu'est-ce qui s'est passé pendant les chocs pétroliers des années 70? On a eu des grands chocs pétroliers, donc il y a eu de l'inflation, ça venait des guerres, ça venait des problèmes au Moyen-Orient, c'était pas un excès de création monétaire, hein, c'est pas pour rien qu'on appelle ça des chocs pétroliers. Et bien donc l'inflation est arrivée par ce biais-là, et donc ça a fait augmenter le prix des transports, donc le transport de marchandises, donc le transport de denrées alimentaires, etc. Et donc les prix se répercutent comme ça. Et déjà à cette époque, eh ben, on avait des gens qui disaient ah bah il y a de l'inflation, c'est forcément la création monétaire, donc faut augmenter les taux d'intérêt, faut que l'État dépense moins, faut faire de l'austérité et compagnie. Qu'est-ce qui s'est passé après? Eh ben on a perdu 20 ans et on est passé des 30 glorieuses à ce qu'on a appelé la grande stagnation, parce que après il y a plus de croissance, voilà. Donc moi je dis il faut surtout pas faire cette erreur là. Quand il y a de l'inflation, c'est pas forcément souhaitable et il faut la contenir. Mais pour ça, paradoxalement, eh ben, il est plus sûr d'augmenter les revenus des gens. C'est contre-intuitif, mais en fait, c'est ça. Il vaut mieux augmenter les revenus des gens pour préserver leur pouvoir d'achat. Il vaut mieux investir massivement pour réduire notre dépendance à l'étranger au niveau du pétrole, au niveau du gaz, au niveau de l'énergie. C'est ce que font les Américains, hein. Je vous rappelle le grand plan d'investissement de Biden, il s'appelle l'Inflation Reduction Act, ce qui veut dire qu'ils assument le fait que c'est en investissant massivement qu'ils vont réduire les sources d'inflation et notamment la dépendance aux économies extérieures. On va y Et donc revenir. moi je crois, voilà, que c'est vraiment ça qu'il faut faire. Et ensuite on arrivera à une stabilisation des prix. L'inflation n'est pas à rechercher en elle-même, mais Très ce bien. qu'il y a de pire que l'inflation, c'est la déflation, parce qu'autant l'inflation ben on peut prendre des mesures, comme je vous dis, pour essayer de la limiter, de l'arrêter, de contenir ses effets sociaux et économiques. Mais la déflation, c'est-à-dire à partir du moment où les gens se disent les prix baissent, mes revenus baissent, je vais plus consommer, je vais plus rien faire, etc. Ça, c'est la mort de l'économie et ça, c'est très difficile à arrêter. J'aimerais Voilà. beaucoup qu'on puisse parler aussi de ces sujets-là, mais malheureusement le temps nous l'empêche, parce que ça pourrait être très intéressant de regarder aussi l'histoire, notamment dans la fin du 19e siècle, par rapport à ces périodes déflation, excusez-moi.
euh, parler de termes nominaux, réels, etc. Bon, on y reviendra, j'espère, un jour. Ça sera en tout cas avec grand plaisir. Je voulais rebondir à une autre citation. Euh, alors, une autre citation qui est accompagnée de plusieurs questions. En page 242, vous dites, dans ce contexte d'ouverture des échanges, donc ça permet de rebondir par rapport à l'Inflation Reduction Act, et dans ce contexte d'ouverture des échanges et de libéralisation des flux de capitaux, mener une politique monétaire expansionniste pour financer par création monétaire la transition écologique comporterait des risques pour le pays qui se lancerait dans l'aventure. Un pays qui mènerait une politique monétaire expansionniste pourrait donc être exposé à ce risque d'effondrement de la valeur de sa monnaie si celle-ci est librement convertible. Et donc pour lutter contre ce risque, vous donnez 3 solutions en page 244, que sont premièrement, vous l'avez dit, cibler la création monétaire, notamment pour réduire la dépendance à l'extérieur. Là, j'imagine, vous faites référence au gaz, au pétrole, etc. Ouais. En finançant notamment les énergies alternatives. Tout à fait. Deuxièmement, restreindre la liberté de circulation des capitaux, alors vous dites spéculatifs, à l'échelle mondiale. Ouais. Et troisièmement, une création monétaire mondiale. Ça pourrait être une alternative aussi. Hein. Du coup, j'ai 3 questions. On va commencer par la première. Première question, aujourd'hui, hein, avec ce qui se passe, c'est malheureux, hein, mais en tout cas c'est la situation, on voit qu'on est quand même limité. Avec cette situation de limiter sa dépendance à l'extérieur, puisque l'exemple qui me vient à l'esprit, c'est notamment dans le cas de l'électricité qu'on est obligé d'importer de l'Allemagne, alors avec le parc nucléaire qui se trouve aussi dans la tourmente, si on peut dire ça comme ça, et notamment en hiver, quand il n'y a pas de soleil et il n'y a pas de vent, comme c'est un petit peu le cas en ce moment, et donc ajouter des panneaux et des éoliennes, ça changerait pas. Alors attention, je veux pas rentrer dans le débat. Je suis pas soit pro nucléaire, anti nucléaire, pro éolien, anti éolien. C'est pas ça le sujet. Hein. C'est juste, est-ce que comment on fait du coup dans ce cas de figure où on sait pertinemment que là on est quand même un petit peu dépendant de l'extérieur et rajouter justement des énergies alternatives. Alors hormis l'hydraulique, mais on a quand même une limite, c'est les barrages. Comment on fait dans ce cas-là pour sauter cette problématique, quoi? Merci, merci pour cette question parce qu'elle me permet aussi de clarifier un point et vous allez me dire sur le bandeau de notre livre, il y a marqué «Pour sauver la planète». Bon, alors justement, ça me permet de clarifier ce point. Voilà. Donc, ça me permet de clarifier ce point, même si l'éditeur a cru bon de mettre ça. La monnaie, pour nous, est une arme extrêmement puissante qui peut nous aider vraiment à vivre mieux, à développer nos économies, à développer toute une série de choses. Mais bien évidemment, la monnaie n'est pas la baguette magique qui va tout régler. Et donc il y a des points, des questions nombreuses dans l'économie réelle, dans les questions énergétiques, les questions de dépendance aux énergies fossiles, les questions de matériaux, d'approvisionnement en matériaux, les questions de disponibilité, que la monnaie en soi ne peut pas régler, bien évidemment. C'est voilà, ça dépend d'autres paramètres, des paramètres de planification écologique, des paramètres de réflexion sur comment, sur notre mix énergétique et compagnie. Donc, si vous voulez, là, il y a des situations dans lesquelles l'arme monétaire ne sert à rien. Quand il n'y a pas de possibilité d'obtenir ce que l'on souhaite obtenir, c'est pas en mettant plus cher que plus de monnaie qu'on l'obtiendra. Bon, ceci étant dit, là, le vrai risque, en effet, vous l'avez évoqué, le vrai risque avec les politiques monétaires expansionnistes et d'un genre nouveau, d'un genre inédit, comme on recommande de les mettre en place, il y a une seule vraie limite
que je reconnais bien volontiers, hein, qu'on écrit dans le livre. Et la seule vraie limite, c'est pas la capacité à s'endetter, à injecter de la monnaie. Tout ça, c'est des bêtises. Tant que les choses physiques suivent, on peut injecter de la monnaie, il n'y a pas de problème. Il y a un seul mécanisme financier qui peut contredire ce principe-là, c'est le déséquilibre de la balance des paiements vis-à-vis de l'extérieur et donc la valeur de la monnaie. Pourquoi ? Parce que si vous faites, en effet, comme la France avait un peu fait dans les années 80, au début des années 80, massivement de la relance, mais que cette relance se traduit par des afflux d'importations extérieures et donc par l'échange de notre monnaie contre de la devise extérieure, le taux de change va s'effondrer et au bout d'un moment, on rentre dans une spirale, là encore, qu'on peut plus arrêter. D'ailleurs, souvent, les mécanismes d'hyperinflation dont on parlait tout à l'heure, qu'on prenne le cas de l'Argentine en 2001, qu'on prenne le cas du Zimbabwe, voilà, qu'on prenne le cas c'est souvent de la Turquie encore il y a 2 ans, Du Venezuela, etc. du Venezuela, et ben c'est très souvent par ce mécanisme-là que ça se passe. C'est-à-dire que il y a une inflation importée qui devient de plus en plus importante parce que il y a des sorties de devises, parce qu'on dépend de l'étranger. Donc, le cas où l'on ne peut pas faire de la création monétaire, c'est si on veut faire de la création monétaire pour acheter des biens et des services qui sont exclusivement à l'extérieur de notre pays et de notre... Voilà. Ça, ce serait aller tout droit vers l'effondrement de la monnaie. Et donc ça, c'est le cas limite où ça ne sert à rien de le faire. C'est pour ça qu'on insiste bien sur le fait qu'il faut cibler cette création monétaire et il faut notamment la cibler sur des productions qu'on peut développer nous-mêmes. C'est-à-dire sur des choses où on va pas faire appel. Et alors là, vous allez me dire, ben pour les énergies renouvelables, c'est un peu compliqué parce qu'on peut pas tout faire nous-mêmes. Les panneaux solaires, ils sont quand même largement chinois aujourd'hui. Soit dit au passage, l'Europe était la première sur les panneaux solaires il y a depuis 10 ans, alors que l'Europe était en tête sur les panneaux photovoltaïques et en partie sur l'éolien. Et bien les Chinois ont utilisé justement le pouvoir de création monétaire de leur banque centrale et de leurs banques publiques qui sont aujourd'hui les premières du monde pour dire on va injecter de la monnaie à fond et donc on va devenir les leaders. Et résultat, en moins de 10 ans, ils sont devenus les leaders mondiaux dans ces domaines-là. Et pourquoi ? Ben parce que justement, ils ont eu cette politique monétaire qui leur a permis de dire vraiment, hein, c'est des consignes qui ont été passées de la part de la banque centrale aux banques publiques chinoises. Donc c'est vraiment les banques publiques appliquent la politique de la People's Bank of China et ils leur ont dit dans le solaire et dans l'éolien, on veut devenir les leaders, donc vous allez financer tout ce qu'on vous demande. Voilà, ils l'ont fait et ça a marché. Alors, je trouve très intéressant que vous parliez du coup de la Chine et vous avez aussi évoqué l'Argentine. Donc là, on est d'accord, c'est le premier remède, la création Voilà. ciblée. Dans le cadre du deuxième remède, donc limiter les capitaux, la circulation des capitaux spéculatifs. Alors après, qu'est-ce qui est spéculatif, qu'est-ce qui n'est pas spéculatif, comment on le détermine ? On peut avoir un débat aussi sur ce sujet. Et du coup, il y a un point très simple, hein, excusez-moi, juste sur ce sujet, il y a un exemple très simple que je cite régulièrement, mais c'était le Chili qui avait mis en place une politique très intelligente qu'on appelait de l'encarré, en fait, de l'encaisse, où il disait tout simplement, quand... Voilà, l'encarré. Bon, je parle pas espagnol, j'en suis navré. et donc, qui disait, quand un investissement vient se faire dans le pays, notamment dans certains types d'entreprises stratégiques, si l'investissement est inférieur à 1 mois, il est taxé très fortement. Et puis de moins en moins, et au bout de 6 mois, si votre investissement est supérieur à 6 mois, eh ben vous êtes plus taxé du tout. Et comme ça, vous évitez les capitaux qui sont uniquement spéculatifs, qui viennent s'investir juste pendant un jour pour repartir le lendemain. Voilà.
voilà. Donc il y a des systèmes très simples qui permettent de favoriser l'investissement productif de long terme et non pas l'investissement spéculatif. Ok. Donc là, on est d'accord, ça serait pour les capitaux entrants. Mais imaginons des capitaux sortants. Moi, je suis argentin. Je crois que c'est le sol en Argentine, je sais plus, ou vénézuélien, et je veux sortir le bolivar ou le sol argentin parce que la monnaie se déprécie, parce qu'il peut y avoir une création monétaire ciblée qui a provoqué, comme vous le reconnaissez, qui peut provoquer aussi une perte de confiance dans la monnaie. Et du coup, voilà, la question c'est, est-ce que l'Argentine n'est pas un des exemples qui démontrent que le contrôle des capitaux n'est pas nécessairement la solution? Et parce qu'après, vous donnez aussi l'exemple de la Chine, qui applique, à mon sens, c'est mon appréciation personnelle, qui pour moi applique quand même une politique qui est aux antipodes en fait du processus démocratique de création monétaire que vous mettez en avant dans le livre, puisque vous dites à la page 113, les banques chinoises ont pour consigne de favoriser le crédit dans tel ou tel secteur ou au profit de certaines activités stratégiques. Cela va donc de pair avec un fort degré d'étatisation de l'économie et des moyens de production. La monnaie est au service de l'État, qui peut décider de la quantité de crédit octroyé, de l'identité des emprunteurs privilégiés. La neutralité de la monnaie n'existe pas. Et ensuite, vous-même, vous reconnaissez à la page 236 que il ne faudrait pas réitérer les erreurs de la Gosbank, banque unique de l'URSS, dont la dépendance absolue au pouvoir politique conduisait à des crises hyperinflationnistes régulières. Alors, comment... Je vous laisse rebondir. Moi, ça m'a laissé un petit peu bouche bée, entre guillemets. Bouche bée, mais je suppose que vous êtes d'accord avec moi, en fait, qu'il faut pas reproduire les erreurs d'un système soviétique ultra centralisé qui décide de tout. Voilà. Sur ce point-là, je suis totalement d'accord. Bon. Par contre, de donner l'exemple de la Chine, qui est pourtant, voilà, comme je disais, aux antipodes du processus démocratique de création monétaire qui est mis en avant dans le livre, ça me paraissait effectivement... Alors, pardon. Oui, non, mais vous avez raison que je ne recommande pas l'application du système chinois tel qu'il est aujourd'hui, bien évidemment, parce que il s'inscrit dans un contexte, dans une histoire particulière, qui est celle de la Chine, et donc dans un régime fort, autoritaire, dictatorial, diront certains, voilà. Mais par contre, ce que je reconnais... C'est écrit dans la constitution chinoise. C'est le premier article, c'est une dictature du peuple. La Chine elle-même le reconnaît. Tout à fait, mais ils le font dans un objectif téléologique qui est celui en fait du léninisme, de l'avant-garde qui va guider ensuite le peuple. Voilà. Donc moi évidemment tout ça n'est pas adapté à notre histoire, à nous, à nos démocraties, à nos valeurs, etc. Seulement, une partie des mécanismes qui existent en Chine aujourd'hui, ils les ont pas inventés. C'est-à-dire, c'est des mécanismes que nous on impliquait en Europe auparavant, en partie. Je pense par exemple au circuit du Trésor, qui pendant toutes les 30 glorieuses permettait à l'État de dire aux banques privées combien ils voulaient emprunter, comment il voulait emprunter, à quel taux et dans quel volume et qui il fallait financer. C'est ce qu'on appelait la politique d'escompte et de réescompte. Donc il y avait des taux d'intérêt différenciés, plein de mesures d'ailleurs qu'on a recommandées dans le livre. Et résultat, la France n'a jamais été aussi prospère que pendant les 30 glorieuses. Et la dette, c'est ça en plus, la dette n'a jamais été aussi faible qu'en 1974, c'est-à-dire au moment parce que la dette publique de la France en 1974 était de 20% du PIB. Et pourtant, pendant les 30 années qui ont précédé, la France avait investi comme jamais. Elle avait investi dans le TGV, dans le réseau nucléaire, dans des grandes entreprises, dans Airbus, etc., etc. Et donc, pourquoi elle avait pu investir autant tout en gardant une dette aussi faible ? Parce que l'État s'accordait un certain degré de contrôle
sur le développement de la finance privée, sur le développement du système monétaire et bancaire. Il pouvait emprunter à des taux privilégiés, il pouvait distinguer entre les secteurs, voilà. Et il lui manquait, il y avait des avances de la Banque centrale à l'État, qui étaient des avances à taux zéro, contrairement à ce qu'on a dit parfois sur la loi de 73. La loi de 73 n'a pas éliminé ce système. En fait, ce système a perduré jusqu'à Maastricht en 1992, mais il a été progressivement réduit. C'est-à-dire le volume de l'enveloppe que l'État, c'est-à-dire le plafond de dépenses que pouvait faire l'État et qui était financé par la Banque centrale, s'est progressivement réduit. Mais en fait, ça a jamais été le mode majeur de fonctionnement de l'État. Donc, je le dis à ceux qui vous écoutent, qui ont parfois lu, vous savez, Étienne Chouard, par exemple, avait dit c'est la loi de 73 qui a tout changé. Non, pas du tout. C'est beaucoup plus compliqué que ça. Et voilà. Mais reste que ces systèmes avaient le mérite d'exister et qu'ils permettaient en partie d'orienter la création monétaire, d'orienter le crédit, de favoriser l'activité, et ça a très bien marché. Et ce qu'on voit depuis 30 ans, où il y a eu une totale privatisation, libéralisation des marchés financiers, du pouvoir de création monétaire, le moins que l'on puisse dire, c'est que ça n'a pas été d'une efficacité folle et que on n'est pas pendant les 30 glorieuses. Alors, sans adopter un système à la chinoise qui est beaucoup trop centralisé, on peut trouver, je pense, un juste équilibre entre un système qui permet à l'État et à la collectivité d'investir, de compter sur le pouvoir de création monétaire, de diriger un peu en fonction des secteurs, voilà, tout en gardant un secteur bancaire privé, une finance privée, etc., plutôt que rien du tout, parce qu'aujourd'hui on n'a rien du tout, ou presque rien. Voilà, et donc c'est ça que je dis, c'est qu'il faut trouver un juste équilibre entre ces systèmes et ne pas regarder les Chinois avec mépris en disant c'est une dictature, ils font, c'est pas ce que vous faites, hein, bien sûr, hein, mais pour certains, voilà. Dire c'est une dictature donc il n'y a absolument rien à reprendre, au moins on pourrait s'inspirer de comment ils ont fait pour créer en moins de 10 ans les premiers groupes du monde dans le solaire, dans l'éolien, dans les transports. Ils ont déclassé notre propre TGV, qui était quand même notre fierté nationale. Bon, je dis pas qu'ils font tout bien, hein, oh là là, attention, hein, mais regardons quand même ce qu'ils ont réussi à faire de positif. J'entends très bien, tout à fait ce que vous dites. Seulement, ce à quoi je réponds, c'est oui, oui, mais est-ce que s'ils sont parvenus à faire ça, tout comme la France avait réussi à faire ça, dans les années 70, comme vous le disiez, ça ne s'est pas fait au détriment d'une réduction des processus démocratiques dont vous vantez les mérites dans le livre. Voilà. Enfin, la Chine, en tout cas, il n'y a pas vraiment de processus démocratique qui a permis d'arriver à ce niveau-là. Voilà. Alors, c'est un débat qui peut être ouvert, on pourra en parler aussi des heures et des heures. Chacun fera son opinion. Vous avez très foi dans ce système que vous présentez dans le livre. On peut être d'accord, on peut ne pas être d'accord. Et du coup, voilà, ça me permettait de terminer avec la troisième question, c'est-à-dire que s'il y a des personnes comme moi, par exemple, qui perdent confiance dans cette monnaie, donc il peut toujours avoir des flux de capitaux sortants. Moi, je peux très bien vouloir sortir mon argent parce que l'euro perd de la valeur et je préfère être en dollars, en francs suisses ou autre. Est-ce qu'il faut me limiter? Est-ce qu'on doit considérer ces flux sortants comme des flux spéculatifs? Et est-ce que au final, votre troisième mesure qui consiste à instaurer en fait une impression monétaire mondiale entre guillemets, hein, c'est la troisième mesure, puisque vous parlez de création monétaire mondiale, ne contrevient pas en fait à cette idée de il faut m'empêcher de convertir mes capitaux libellés dans la monnaie qui perd de la valeur. Oui, alors le but n'est pas de vous empêcher complètement, bien évidemment, de Complètement. sortir.
Voilà, non, pas complètement, et même pas. Non, ce qui est visé, vous comprenez bien que ce qui est visé, c'est plutôt les grands flux de capitaux spéculatifs qu'il peut y avoir et qui, ont pu faire tomber parfois des monnaies, hein. Je vous rappelle l'histoire de George Soros et de la livre sterling au début des années 90. Même des monnaies de pays développés et quand même puissants comme la Grande-Bretagne ont pu être victimes d'attaques spéculatives de ce genre. Donc de toute façon, je pense que il serait de bonne politique de toutes les manières, hein, même sans considérer les questions relatives à la monnaie libre et à nos propositions, d'avoir de réduire un peu, de complexifier un peu quand même les flux sur le forex et sur les échanges de devises. Aujourd'hui, il y a 6 000 milliards d'euros par jour qui s'échangent sur le forex. Vous savez bien qu'il n'y en a même pas 1% qui correspondent à des échanges de flux, à des échanges de matières réelles. Tout le reste, c'est de la spéculation. Bon, pour les sorties de capitaux, là encore, hein, en France, jusque dans les années 80, hein, et paradoxalement, c'est la gauche qui a mis fin à ça, il y avait des contrôles de sortie de capitaux, c'est-à-dire que quand vous vouliez aller à l'étranger, il n'y avait aucun problème, mais quand vous vouliez sortir d'un seul coup des grandes sommes, il y avait quand même un contrôle du Trésor sur les motifs, hein. Ça ne veut pas dire qu'on vous interdisait de le faire, mais au moins on regardait quel était voilà, à quoi ça correspondait. Bon, parce que c'est lié aussi après à des questions d'évasion fiscale, à des questions, voilà. Les monnaies sont quand même des formes de solidarité nationale. Il faut quand même garder ça en tête. On ne peut pas avoir, sauf à faire disparaître complètement les communautés politiques et à vivre dans un hyperespace complètement libéralisé où il n'y a plus de communautés politiques et autres. Mais non, il faut quand même des règles, quoi. Vous voyez, les États qui ont aucune règle sur leur sortie de flux de capitaux, en fait, c'est souvent très difficile quand il y a des crises, par exemple au Liban ou dans certains pays africains, où d'un coup, tous les riches libanais ont placé leur argent au Qatar, à Dubaï, hop, tout est parti, sauf ceux qui avaient rien à transférer à l'étranger. Bon voilà, donc il y a quand même des mécanismes de solidarité à avoir. Maintenant, sur la question de la monnaie mondiale, hein, alors c'est plutôt, c'est pas une monnaie mondiale, ça serait plutôt la possibilité pour la communauté internationale à un moment d'utiliser elle aussi des mécanismes de création monétaire de ce type. Et c'est pas totalement hors sol, hein, ce que je vous raconte là, puisqu'il y a déjà des réflexions pour dire à travers les droits de tirage spéciaux du FMI, est-ce que les droits de tirage spéciaux du FMI ne pourraient pas constituer un embryon de cette monnaie-là? Bon, l'idée, ce serait que, justement, par exemple, vous avez un fonds vert de l'ONU. Le fonds vert de l'ONU, c'est ce qui était censé financer 100 milliards d'euros d'investissement dans les pays du Sud pour qu'ils rattrapent leur transition écologique. C'était censé atteindre 100 milliards d'euros entre 2010 et 2020. Résultat, en 2020, on est arrivé, je crois qu'il y avait 8 milliards d'euros dessus. Donc, c'est-à-dire qu'il y avait même pas 10% des fonds qui avaient été versés. Pourquoi? Parce que comme à chaque fois, on a un problème de financement, c'est-à-dire que personne n'a envie de payer, tout le monde est déjà très endetté, voilà. Donc, l'idée, ce serait de dire, à travers les droits de tirage spéciaux du FMI ou via d'autres mécanismes, hein, pourquoi pas une création monétaire libre comme ça, de dire quand un pays du Sud fait par exemple des investissements très importants pour protéger un puits de carbone comme la forêt amazonienne, comme le Brésil et la forêt amazonienne, ou des récifs de coraux comme pour l'Australie qui jouent un rôle très important dans la régulation des océans, ou la préservation du pergélisol en Sibérie pour la Russie, etc. Eh bien, est-ce qu'on peut avoir un mécanisme international qui permet de les rémunérer pour ça, donc qui permet de les inciter
à protéger leurs écosystèmes, etc. Ou on pourrait imaginer qu'on pourrait faire le même système pour faire face à une catastrophe, hein, une catastrophe naturelle. Voilà. Est-ce qu'on pourrait se doter de ce système de création monétaire libre qui ne supposerait pas d'aller chercher dans les économies des États qui ont déjà bien d'autres choses à financer, mais qui, pareil, donnerait par exemple à l'Assemblée générale des Nations Unies un pouvoir de dire le genre humain est solidaire et donc il va solidairement pouvoir utiliser son pouvoir de création monétaire pour aider un État à faire face à une catastrophe ou à protéger un écosystème. Voilà, c'est ça un peu l'idée. Euh, on n'y est pas encore, hein, bien sûr. Tout ça, c'est des réflexions. Il y a quand même des réflexions un peu avancées autour des droits de tirage spéciaux qui ont été utilisés, je vous le rappelle, pendant la crise du Covid. Hein, c'est ce qu'on a fait pendant la crise du Covid. Il y a des quotas de droits de tirage spéciaux qui ont été distribués à certains États qui étaient vraiment en grande difficulté. Là, ça serait d'aller un cran plus loin et pareil, de reconnaître à la communauté mondiale cette capacité à un moment à décider de faire en effet une espèce de monnaie complémentaire sous égide de l'ONU qui pourrait servir des buts nobles. Voilà. Ok, bon, c'est plus clair. Alors, ça fait déjà 1h40, donc pour pas trop allonger la vidéo qui risque de durer 2 heures, très rapidement, les 2 derniers sujets qu'on va évoquer. Je vous invite à répondre de manière assez brève pour pouvoir Voilà. comprendre vos idées. Et de toute façon, il faudra prévoir à nouveau Un une temps d'échange. intervention tant chez vous que chez moi pour pouvoir en discuter. Admettons que je souhaite convertir ma monnaie qui perd de la valeur en Bitcoin. Qu'est-ce qu'il faut y penser et est-ce qu'il faut l'interdire? Est-ce qu'il faut l'empêcher? Moi, je pense qu'il faudrait le limiter. Pourquoi pas l'interdire, bien sûr, mais alors d'une part, personnellement, je peux me tromper, mais je vous déconseillerais de faire ce placement parce que je crois, je vais me faire incendier dans les commentaires, j'en suis certain, mais Alors pas tous, une partie. voilà, mais je pense quand même qu'à moyen terme, hein, une fois j'avais dit 2030, pourquoi pas, mais je pense quand même qu'à moyen terme, le Bitcoin m'apparaît relativement condamné. Pourquoi? Ok. Parce que on voit bien que en termes de système de paiement, ça marche pas très bien, c'est beaucoup moins efficace que les grands systèmes, même avec le Bitcoin allégé là, vous savez la Lightning, couche, le Lightning, Lightning, absolument. Lightning Network. Voilà, mais aussi et surtout parce que je pense que la proof of work, la preuve de travail, va être amenée à disparaître. D'ailleurs, vous voyez bien qu'aujourd'hui, tous les nouveaux cryptoactifs qui se créent et qui ont un peu de sens se font en preuve d'enjeu. Je pense qu'aujourd'hui, c'est plus vraiment une question. Il reste Ethereum a fait le changement, a fait son switch. Il reste quoi? Le Bitcoin et le Dogecoin. Bon, le Dogecoin n'a aucun intérêt, comme tout le monde sait, c'est une blague. Mais le Bitcoin, oui, c'est la première. Elle a une valeur particulière. Euh, il a une valeur particulière parce que je préfère parler de crypto-actifs comme c'est la dénomination maintenant au niveau européen avec MiCA plutôt que de crypto-monnaie. Mais voilà, donc je pense que rien que pour des raisons écologiques et de sobriété énergétique, le le Bitcoin est condamné à moyen terme. Voilà, je pense que ce qui se passera, c'est pas forcément une interdiction aux gens d'en détenir ou même d'en acheter, mais peut-être une interdiction d'être vendu sur les plateformes. Ça se fera de manière indirecte et petit à petit, ça perdra sa valeur. Bon, ceci étant dit.
La question n'est pas d'interdire ou pas les cryptoactifs. Il y en a plus de 20 000 différents aujourd'hui, donc qui servent à des usages totalement différents. Donc évidemment, il est pas question de tout interdire en bloc, ça n'aurait pas de sens. En revanche, il faut vraiment, je pense, c'est mon avis personnel, interdire ceux qui ont un poids écologique beaucoup trop important, ou en tout cas interdire les procédés. Voilà, après, c'est ça. Interdire ceux, je pense à Monero et Zcash et d'autres, qui ont vraiment pour objet principal de garantir un anonymat complet et donc de ne pas être traçable, parce que ça pose des problèmes de sécurité, des problèmes d'ordre public très importants, et donc ça, je pense qu'il faut pas l'autoriser. Et, euh, et pour le reste, ben, il faut avoir une réglementation adéquate, hein. Et franchement, je trouve que dans Mika, il y a un certain nombre de choses positives qui vont dans ce sens. L'obligation de déclaration pour les émetteurs de cryptoactifs, le registre tenu par l'autorité européenne des marchés financiers, le fait que les stablecoins devront avoir des garanties en termes de détention, etc. Donc voilà. Donc je vais pas être trop long pour parce que vous m'avez demandé de répondre de manière brève. Donc voilà, je pense qu'il ne faut pas tout interdire, mais qu'il faut quand même réglementer bien plus fortement. Et je crois même que c'est dans l'intérêt de l'écosystème, parce que vous voyez bien que avec des effondrements comme celui de FTX, comme celui de Terra Luna, etc., etc., la confiance va finir. Là encore, on parlait de confiance tout à l'heure dans la monnaie. Moi, je pense que la confiance va finir par vraiment se tarir, et que c'est même pas bon pour les initiatives intéressantes qui existent dans le milieu des cryptoactifs, hein. Je pense notamment à certaines applications dans la finance décentralisée qui permettent de voter sur des investissements, de faire des communautés désintermédiées sans recours à des intermédiaires. Voilà. Je pense que c'est dans l'intérêt de... Ok, juste pour rebondir, bon, effectivement, moi je pense qu'au contraire, FTX remet en question tout ce qui est processus de centralisation, et d'où l'importance bah, de limiter les intermédiaires non transparents, parce que c'est un scandale qui est à la base quand même de FTX, des conflits d'intérêts et autres. C'est dommage qu'on puisse pas se faire, on pourra, hein, peut-être après les fêtes de fin d'année, parler exclusivement de crypto-monnaie et de tout ce qui est cryptoactif, blockchain, etc. Du coup, je rebondis. Est-ce que la solution, puisque vous parlez notamment d'anonymat et de limiter Zcash, Monero, est-ce que la solution c'est un euro numérique? Là, on est un petit peu sur le feu de l'actualité avec l'euro numérique, puisque vous avez publié, alors c'est pas vous, c'est une personne qui fait partie de l'Institut Rousseau, qui a publié une note pour dire, parce que vous, donc, dans votre livre, vous parlez d'euro numérique, vous êtes pour, mais pas tel qu'il est présenté par la BCE, et pas tel qu'il a été présenté par Christine Lagarde récemment. Oui, bah en fait, pour l'instant, l'euro numérique, on se pose beaucoup de questions. C'est-à-dire, on se pose des questions. Est-ce qu'il va vraiment servir aux citoyens et aux entreprises? On entend des discours un peu contradictoires. Est-ce que si il est accessible aux citoyens et aux entreprises, ça se passera directement avec un compte des citoyens et des entreprises à la Banque centrale, ou bien par l'intermédiaire des banques commerciales qui hébergeront des comptes en monnaie centrale? Visiblement, on se dirige vers ça. Et moi, là, j'ai un premier doute, hein, parce que si c'est pour héberger, que les banques commerciales hébergent des comptes en monnaie centrale et donc soient rémunérées pour ça, moi, il me semble, si vous voulez, que si on a des comptes des particuliers et des citoyens et des entreprises directement à la Banque centrale, eh ben on réalise dans les faits véritablement une des promesses des cryptoactifs, qui est celui de la désintermédiation. Parce que là, vous avez plus de banques. Les banques ne servent plus à rien. Si vous avez des comptes Ah oui, directement à la non, Banque les centrale, banques commerciales ne serviraient plus à rien. Ouais. les banques commerciales ne serviraient plus à rien. Alors après, Par on contre, peut on aurait une centralisation. Par contre, on aurait une alors très grosse centralisation. oups.
Attendez, Ouais, voilà, non, pardon, j'avais appuyé sur une touche. Donc oui, on aurait une forme de centralisation, mais encore une fois, cette centralisation pourrait s'accompagner d'un pôle public bancaire soumis à contrôle démocratique, régionalisé, etc. Donc on peut imaginer différents systèmes. Et moi, j'avoue que c'est plutôt ces systèmes-là qui m'intéresseraient parce que vous pourriez avoir au lieu que, comme aujourd'hui, les banques centrales, quand elles veulent faire de la création monétaire, passent par le filtre des banques privées et donc alimentent les banques privées en liquidités qui se retrouvent ensuite sur les marchés financiers au lieu de se retrouver dans l'économie réelle, et bien là, elles pourraient alimenter directement les comptes des citoyens, les comptes des entreprises. Il y aurait une transmission directe de la politique monétaire sans l'intermédiaire des banques, et on pourrait bien sûr mettre des garde-fous en matière de protection de la vie privée, en matière exactement de la même façon qu'on le fait déjà aujourd'hui avec les impôts ou avec les données de santé. Encore que les données de santé, je prends pas le bon exemple vu qu'il y a eu le scandale de Google qui a accédé à un certain nombre non, pardon, de Microsoft qui a accédé à un certain nombre des données de santé des Français. Mais voilà, donc moi je pense qu'on pourrait tout à fait mettre des garde-fous. Je pense que ça présente aussi un avantage pour tout ce qui est aujourd'hui les ICO. D'ailleurs, je trouve les Initial Coin Offering, qui sont aujourd'hui une application intéressante, je trouve, des cryptos, même s'il y a eu beaucoup d'arnaques et il faut aujourd'hui, et c'est tant mieux que ça soit un peu plus régulé pour ne pas que des gens mal intentionnés fassent une ICO, récoltent l'argent et se tirent avec la caisse, hein, il y en a eu beaucoup. Mais voilà, si vous avez un euro numérique, ben c'est pareil, vous pouvez avoir un euro numérique qui est programmable, avec lequel vous pouvez lancer votre ICO. Alors évidemment, vous pourrez pas compter sur l'évolution de la valeur de l'euro numérique pour vous financer. Par contre, vous aurez la désintermédiation, c'est-à-dire qu'on pourra vous financer directement. Voilà, donc pour les communautés d'investissement, pareil. Donc je pense qu'un certain nombre des applications qui sont aujourd'hui très intéressantes dans les cryptos en matière de finances décentralisées pourraient tout aussi bien se réaliser avec un euro numérique, modulo le fait qu'il y a cette question de l'émission d'un jeton dont la valeur est ensuite cotée sur les marchés. Mais voilà, donc pour l'instant, on est un peu dans l'expectative. Moi, je plaide plutôt pour une monnaie numérique largement accessible aux citoyens, et je pense que et qui fasse, si vous voulez, la place minimale aux banques commerciales. Ok, bon, ben, je pense qu'on a fait le tour. J'aurais aimé qu'on parle plus de crypto et même du livre, on pourrait en parler des heures. Il faudrait la prochaine fois avoir des sujets très spécifiques. Je pense que c'était très ambitieux cette intervention. En tout cas, je vous remercie de vous avoir prêté au jeu. Juste avant de terminer, parce que j'aime bien terminer par ça, est-ce que vous avez une citation et 3 livres à nous recommander? Alors, oui, je vais pouvoir trouver ça. Alors, la citation, euh, qu'est-ce que je vais dire que on ne fait pas, on ne fait pas de république sans républicain. Voilà, c'est une citation de Régis Debray, qui est un philosophe, un intellectuel, et que je trouve intéressante pour rappeler que il faut quand même s'informer sur les institutions, justement, les mécanismes démocratiques, et que tout ça est très important pour qu'on préserve justement ce qu'est une république. Et je pense que c'est important aussi dans les discussions
discussions sur la monnaie. Tout ça, c'est pas des objets uniquement techniques, étrangers, économiques, financiers, étrangers à la vie du corps social. Je pense que c'est des objets éminemment politiques et pour ça, faut comprendre un peu leur histoire, leur évolution, etc. Voilà. Pour les livres à recommander, bah écoutez, vous en avez cité un tout à l'heure que je voulais citer, qui est le livre de Jean-Paul Delahaye, Au-delà du Bitcoin, parce que Jean-Paul a une compétence en informatique, en cryptographie, qui est vraiment reconnue, hein, et qui est très importante. Et donc, c'est le point de vue vraiment d'un technicien et d'un spécialiste. Donc, je vous recommande réellement. Je le trouve pas. Bon, Mais voilà, voilà. mais il est sorti donc il y a 2 mois maintenant, et vous pouvez Ouais. le trouver très facilement en ligne. Je vous recommande aussi le livre donc de mon ami Gaël Giraud, qui est le président d'honneur aussi de l'Institut Rousseau, et qui s'appelle Composer un monde en commun, puisqu'on a beaucoup parlé de la question des biens communs. Bah, c'est une question qu'il traite de manière approfondie dans son ouvrage, qui est sa thèse de théologie, mais ça ne doit pas vous rebuter puisqu'il y a beaucoup de réflexions très très intéressantes sur ce que sont les biens communs à l'heure actuelle. Et puis pour finir, un autre livre que je trouve vraiment passionnant, euh, qui est le livre de David Graeber, qui s'appelle Dette 5000 ans d'histoire, et qui, avec le point de vue d'un anthropologue, mais qui s'est beaucoup intéressé aux questions économiques, retraverse l'histoire de la monnaie, de la dette, justement de ce dont on a parlé au début, et comment les dettes ont été utilisées dans le temps par les États, par exemple pour imposer des dominations politiques à des peuples colonisés, mais aussi pour faire émerger des systèmes monétaires et sociaux. Voilà, donc c'est vraiment c'est passionnant, c'est plein d'anecdotes C'est un historiques. gros pavé quand même. Hein. C'est un gros pavé, mais qui se lit vraiment de manière très très agréable. Euh, parce que c'est vraiment passionnant et qui revient sur l'histoire de la monnaie dans les sociétés antiques et jusqu'à nos jours. Voilà. Très bien, bah écoutez, je vous remercie. Je vous remercie aussi pour vous être prêté au jeu. Merci à Et vous puis, également. j'espère bien qu'on pourra réitérer et traiter de sujets très spécifiques pour pouvoir rentrer aussi dans la technicité, puisque c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Tout Et, à fait. euh, et je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année et je l'espère à très vite. Eh bien, merci beaucoup, Mathieu. Bonne fête à vous également et bonne fête à tous vos auditeurs. Merci. Merci beaucoup. Si tu as trouvé cette vidéo intéressante, n'hésite pas à la liker et t'abonner à la chaîne. Et surtout, n'oublie pas d'activer la cloche pour être alerté dès qu'une nouvelle vidéo est mise en ligne. Souviens-toi que l'on reste en contact sur Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, Spotify et le groupe Discord. Et rappelle-toi que la différence entre ce que tu es et ce que tu veux être réside dans ce que tu fais. Deviens libre et riche.